Donc, je vous propose que nous poursuivions notre cheminement en relativité générale. Donc, la semaine dernière, j'avais essayé de vous montrer brièvement comment se construisait la grande théorie d'Einstein. Donc, vous vous souvenez, en quelques phrases, l'idée est assez élémentaire et part du principe d'équivalence. Tous les corps chutent de la même manière dans le champ de gravitation. Donc, il est légitime de ne pas penser la gravitation comme une force, mais de la penser comme une accélération du référentiel. Or, si le référentiel est accéléré, il n'est plus galiléen. Donc, l'intervalle, qui est l'objet mathématique qui encode la structure géométrique, doit être modifié, ce qui signifie que la géométrie n'est plus une propriété intrinsèque de l'espace, mais devient en quelque sorte une propriété dynamique qui est en interaction avec les autres champs de matière. Donc le point absolument nodal que vous devez avoir compris et retenu, d'accord, moins que la courbure, moins que les étrangetés des voyages dans le temps, etc., c'est qu'en relativité, l'espace-temps devient une entité dynamique. L'espace-temps est lui-même en évolution. L'espace-temps est un champ physique comme les autres. Ou pour le dire de façon, dirais-je, tout aussi exacte, mais peut-être un peu plus subversive, l'espace-temps n'existe pas. Nous habitons sur ou dans le champ gravitationnel. Nous sommes des champs, nous-mêmes, constitués de protons, d'électrons, etc., en interaction avec le champ gravitationnel. Et les équations d'Einstein, avec lesquelles j'avais terminé le cours la semaine dernière, G égale 8pi petit g sur C4 fois t, sont les équations fondamentales qui, d'un point de vue technique, permettent de calculer la métrique, c'est-à-dire de déterminer la structure géométrique de l'espace-temps, mais qui surtout, d'un point de vue conceptuel, montrent le lien indéfectible qui existe entre le contenu, la partie T, le tenseur énergie-impulsion, et le contenant, c'est-à-dire la partie G, la partie témoignant de la substantifique moelle, pourrait-on dire, de la géométrie. D'accord ? Donc ça, c'est la chose la plus importante qu'on ait vue ensemble. Donc j'espère que vous m'avez bien écouté, même si ça ne s'entendait pas, parce que si vous n'avez pas compris ça, ça n'a plus aucun intérêt. D'accord ? Bon, on va faire sans micro, c'est pas grave. Donc du coup, ça va obliger un silence parfait. D'accord ? Parfait. Bien. Ces équations d'Einstein peuvent être résolues. Donc G égale 8pi petit g sur C4 fois t. La géométrie, le contenu. Il y a essentiellement deux systèmes physiques pour lesquels la solution explicite de ces équations peut être obtenue et se trouve être particulièrement riche d'informations scientifiques. Ce sont les trous noirs et l'univers. Autrement dit, la cosmologie et les astres à symétrie sphérique. Alors peut-être je vais commencer par la cosmologie puisque c'est le fil conducteur de notre option et je vais vous montrer en quoi ces équations permettent de comprendre l'évolution et la dynamique de l'univers entre typiquement un milliardième de seconde après le Big Bang et aujourd'hui. Donc vous voyez que finalement l'immense majorité de l'histoire cosmologique tombe sous le joug de ces équations. S'il vous plaît, silence absolu. D'accord ? Je ne peux pas crier, je ne veux pas crier. Ok ? Si ça ne vous intéresse pas, vous sortez, il n'y a aucun problème. Mais si vous êtes là, vous êtes avec moi. Ok ? Merci. Bien. Alors la première solution, donc, c'est celle de la cosmologie. Alors, l'univers a cette propriété remarquable d'être homogène et isotrope. Vous savez ce que ça veut dire ? Homogène, ça signifie qu'il est le même en tout point, et isotrope, ça signifie qu'il est le même dans toutes les directions. Ce sont deux propriétés qui sont liées, mais qui demeurent néanmoins génériquement différentes. Est-ce qu'on peut le prouver, ça, mathématiquement ? Évidemment non. C'est-à-dire que l'univers pourrait ne pas être homogène ou ne pas être isotrope. Donc n'essayez surtout pas de montrer avec la théorie d'Einstein que l'univers est homogène et isotrope. En fait, c'est un fait d'expérience. C'est pour nous une hypothèse. Donc on va effectivement se fonder sur l'observation qui montre que l'univers est essentiellement homogène et isotrope. Et à l'aide de cette observation,
d'accord, on va voir si on peut comprendre la dynamique du cosmos. Alors vous pourriez objecter qu'il n'est pas tout à fait homogène, d'accord? Vous êtes en ce moment ici, vous n'êtes pas dans l'amphi d'à côté. Donc il y a des grumeaux dans l'univers. La Terre est ici, elle n'est pas là. Le Soleil en ce moment est ici, il n'est pas là. Et ainsi de suite. C'est vrai ça. Mais si on regarde à très grande échelle, c'est-à-dire si on considère des cubes d'univers extrêmement vastes et spacieux, plus on prend des cubes immenses, plus l'univers apparaît comme effectivement presque parfaitement homogène. Et ça tombe bien, parce qu'en cosmologie, nous, ce qui nous intéresse, ce n'est pas le système solaire, les comètes, les planètes, les étoiles, etc. Ce qui nous intéresse, c'est l'univers lui-même. Donc le fait que l'univers devienne simple, si vous voulez, quand on le regarde de loin, à grande échelle, est exactement ce qui nous permet de le décrire correctement. Donc comprenez bien que l'homogénéité et l'isotropie, ce sont des propriétés statistiques vraies quand on regarde des cubes ou des cônes d'univers extrêmement vastes. Ce n'est évidemment pas vrai à petite échelle spatiale. D'accord ? Ce qui est remarquable, c'est qu'une fois qu'on va faire cette hypothèse d'un univers homogène et isotrope, c'est ce qu'on appelle parfois le principe copernicien. D'accord ? Ça revient à dire qu'il n'y a pas de position privilégiée associée à la Terre ni à aucune autre planète dans l'univers. D'accord ? Nous sommes à un lieu quelconque. Principe de médiocrité, dit-on parfois, ou principe de Copernic, ou principe cosmologique. Eh bien, en conséquence de cette hypothèse, il se trouve que la forme de la métrique, je vous rappelle, la métrique c'est le mot savant, pour dire le théorème de Pythagore dans mon espace à 4 dimensions. Une dimension de temps, 3 dimensions d'espace. Nous vivons dans un espace quadridimensionnel. Eh bien, la métrique donc, c'est-à-dire la généralisation du théorème de Pythagore dans cet espace quadridimensionnel, se trouve extrêmement simplifiée par l'hypothèse d'homogénéité et d'isotropie. Pour le dire simplement, d'accord, nous vivons dans un système, l'univers, qui est très symétrique. Homogène, ça veut dire, quelle que soit la translation que je fais, je vais dans un autre point, il est le même. Et isotrope, ça veut dire, quelle que soit la rotation que je fais, je regarde dans une autre direction, il est toujours le même. Donc vous comprenez bien que la structure géométrique du monde au sens large, va être extraordinairement simplifiée par ses propriétés de symétrie. D'accord ? Alors je vous fais grâce évidemment du calcul, on n'est pas là pour ça, on est là pour comprendre au niveau conceptuel, et le résultat de ces calculs, c'est que l'intervalle s'écrit de la manière suivante. ds carré égale c2 dt carré moins a carré de t fois dr2. Alors je vais expliquer ce que ça veut dire, et mes notations d'ailleurs sont assez lâches ici, mais ça nous suffira. T c'est le temps. Bien sûr, comme vous êtes étudiant en sciences, vous allez tout de suite objecter quel temps ? Puisque vous savez maintenant que le temps n'est pas une grandeur universelle et absolument partagée. Nous l'avons appris dès la relativité restreinte. C'est ce qu'on appelle le temps cosmique. C'est le temps que donne ma montre quand je suis commobile avec l'univers. Autrement dit, quand je me déplace avec l'univers. Quand je ne suis pas en mouvement par rapport à l'univers. Typiquement, c'est le temps que donne un observateur qui se trouve sur une galaxie. La galaxie est emportée par l'univers, d'accord ? Et l'observateur qui est commobile avec cette galaxie mesure ce temps-là. Donc, pour faire simple, c'est le temps usuel. C'est celui dont on est coutumier, ce n'est pas un temps mathématique abstrait ou arbitraire. Ça, c'est la distance, à peu près. Et ça, c'est quoi ? Eh bien, c'est tout ce qui est intéressant. C'est ce qu'on appelle le facteur d'échelle. Je ne sais pas à ce stade combien ça vaut. C'est une fonction mathématique qui dépend du temps. Je l'appelle A de t. D'accord ? C'est une certaine fonction mathématique qui dépend de la variable temporelle. Mais avant même de faire le moindre calcul, qu'est-ce que vous voyez tout de suite, à l'œil nu, comme ça ? Vous voyez que lorsque le temps passe, il reste lui-même. Mais l'espace, lui, est multiplié par cette fonction. Donc même sans faire de calcul, imaginez que A augmente avec le temps. Hypothèse. Imaginez que A augmente avec le temps. Si vous avez deux galaxies qui sont séparées par une certaine distance, vous voyez que ça va être multiplié par une fonction croissante. Donc la vraie distance, ce qu'on appelle la distance propre, celle qui est donnée par l'intervalle, elle va croître avec le temps. Ce qui veut dire en clair que même si vous ne bougez pas, vous vous écartez. C'est une phrase que j'ai dû dire dans le passé. Probablement, il y a un cours où je vous ai sans doute dit « les galaxies s'éloignent sans bouger ».
dans l'univers. Vous vous rappelez, je vous avais dit ça, les galaxies s'éloignent sans bouger. Pourquoi? Parce que c'est l'espace qui se dilate. Et là, vous le voyez, regardez, l'espace est multiplié par une fonction qui dépend du temps. Donc en fait, vous voyez apparaître un phénomène de dilatation propre de l'espace. Et c'est ça qui est à l'origine de l'éloignement des galaxies. D'accord? Alors à ce stade, on n'a pas utilisé les équations d'Einstein. Ce que j'ai écrit là, ça résulte uniquement de la simplification de la forme de l'intervalle, de la géométrie, grâce aux symétries. Mais maintenant, évidemment, si on veut faire de la science sérieuse, qu'est-ce qu'on veut savoir? On veut savoir ce que c'est A de t. Combien elle vaut, cette fonction? Et pour ça, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va utiliser notre arme secrète qui nous permet de calculer explicitement la métrique. Alors ça, bien sûr, on ne va pas le faire maintenant. C'est très compliqué à faire. Pourquoi? Parce qu'il faut que je calcule le tenseur d'Einstein ici. Le tenseur d'Einstein, il s'écrit lui-même en fonction du tenseur de Riemann, qui s'écrit en fonction de la métrique et de ses dérivés. Donc il faut que je remplace cet objet-là à l'intérieur de ça, que je calcule tous les termes. Moi, je fais le calcul en cours de Master 2 de physique. Ça nous prend une dizaine d'heures pour le faire bien. Donc c'est long et dur. Mais ça se fait très bien, il n'y a pas de vraie difficulté mathématique, c'est qu'une difficulté de maniement de symboles un peu lourd, mais au niveau intellectuel, il n'y a rien de complexe fondamentalement, d'accord? Et une fois qu'on remplace là-dedans, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve les équations d'évolution de A. Ce sont les fameuses équations de Friedmann. Le résultat est A point divisé par A au carré égale 8 pi G sur 3 fois ρ. Je vais expliquer les termes, bien sûr. A point sur A au carré égale 8 pi G sur 3 ρ, ce qu'on note parfois H carré égale 8 pi G sur 3 fois ρ. Je m'explique. Ce qu'on appelle A point en physique, c'est la dérivée de A par rapport au temps. Donc une fois de plus, même ceux d'entre vous qui ne sont pas matheux, qui n'aiment pas les maths, et qui ont le droit. C'est typiquement la vitesse, d'accord? La dérivée de la distance par rapport au temps, c'est la vitesse, vous êtes d'accord? Dans la vie de tous les jours, on dit qu'une voiture va à 100 km/h. 100 km/h, c'est quoi? C'est le nombre de kilomètres, donc la distance par unité de temps. C'est la dérivée, d'accord? Donc là, ce que vous voyez, d'accord, c'est la dérivée du facteur d'échelle, c'est-à-dire de la taille caractéristique, d'accord, divisé par le temps. Et puis quand on le divise par lui-même, on le normalise. Et A point sur A, par définition, c'est ce qu'on appelle H, la constante de Hubble. Intuitivement, puisque c'est ça qui nous intéresse ensemble, intuitivement, il faut voir cette constante de Hubble comme la vitesse d'expansion de l'univers. La constante de Hubble, c'est le terme qui vous dit est-ce que l'univers grandit si elle est positive? Est-ce que l'univers rapetisse si elle est négative? Est-ce qu'il grandit vite si elle est très grande? Est-ce qu'il grandit doucement si elle est très petite? Donc la constante de Hubble, elle s'exprime en kilomètres par seconde par mégaparsec, d'accord? Et elle témoigne de la vélocité du cosmos pour se dilater ou se contracter. Ok? Ρ, c'est quoi? C'est la densité d'énergie. Je simplifie, elles sont un peu plus compliquées que ça, les vraies bonnes équations de Friedmann. Mais enfin, en gros, ρ, c'est le nombre si vous avez des particules, c'est la masse par unité de volume. Ou l'énergie, c'est pareil, par unité de volume. D'accord? Donc, ρ, c'est ce qu'il y a dans l'univers. Qu'est-ce que vous voyez? Là, j'avais des équations très théoriques. Je vous disais, c'est un objet mathématique compliqué qu'on appelle tenseur, qui est égal à un certain nombre fois un autre objet mathématique compliqué qu'on appelle tenseur. Ça restait quelque chose d'abstrait, je pense. D'accord? Quand on remplace cette équation dans celle-là, qu'est-ce qu'on trouve? Quelque chose de très concret. C'est très concret, ça c'est quoi? Ça c'est vraiment la vitesse à laquelle le monde se dilate. Et ça c'est quoi? C'est la densité de matière qu'il y a dans le monde. Donc je viens maintenant d'écrire des équations qui sont très claires, qui ne sont pas du tout des équations tensorielles compliquées, quelque chose qui relie la vitesse d'expansion de l'univers au contenu de l'univers. Si je connais le contenu, je connais la vitesse d'expansion. Génial! Grâce à ces équations, d'accord, je peux calculer explicitement comment grandit l'univers. Et je sais le faire.
Alors en théorie, c'est un tout petit peu plus compliqué que ça. Il y a une deuxième équation de Friedman que j'écris pas là, qui fait aussi intervenir la pression, mais vous avez l'idée avec ça. D'accord? Et quel est le résultat? Eh bien, le résultat, c'est que en fait, l'évolution de l'univers a été assez compliquée. Quand l'univers est dominé par la matière, ça veut dire quoi dominé par la matière? Ça veut dire que l'essentiel de la densité d'énergie du cosmos est sous forme d'objets non relativistes. Par exemple, des étoiles, des planètes, des choses comme ça. Pendant l'essentiel de sa vie, en temps cosmique, l'univers était dominé par la matière. En ce moment, par exemple, la lumière, d'accord, contribue beaucoup moins que la matière à l'énergie totale de l'univers. On dit que l'univers est dominé par la matière, que l'essentiel de son contenu, autrement dit l'essentiel de ρ, d'accord, en ce moment, c'est pas tout à fait vrai ce que je dis là, mais en première approximation, c'est de la matière. Eh bien, quand ρ est de la matière, on sait résoudre ces équations. On sait les résoudre. Et on trouve que le facteur d'échelle, A, est proportionnel à la puissance 2/3 du temps. Donc je vous rappelle, A c'est quoi? A c'est ce qui dit comment varient les distances. D'accord? J'ai une distance entre deux points, deux galaxies, et je dis quand le temps passe, d'accord, cette distance évolue de façon proportionnelle à A. Donc A c'est le facteur qui multiplie la distance, d'accord, et qui me dit comment celle-ci est stretchée ou comprimée quand le temps passe. Vous voyez le sens physique de A? C'est très simple. Si A de t par exemple était linéaire, ça voudrait dire que quand j'attends 3 secondes, quand le temps est multiplié par 3, la distance est multipliée par 3. S'il était quadratique, ça voudrait dire que quand le temps est multiplié par 3, la distance est multipliée par 9, et ainsi de suite. Eh bien, quand on fait le calcul, on trouve que dans le vrai monde, lorsque l'univers est dominé par la matière, le facteur d'échelle varie comme t puissance 2/3. T puissance 2/3, c'est une fonction croissante du temps, mais c'est une fonction lentement croissante du temps. Ça veut dire que pendant l'essentiel de sa vie, sous forme d'un cosmos de poussière, l'univers a grandi lentement. Est-ce que l'univers est toujours dominé par la matière? Ben non. Et là, je vous demande de réfléchir une seconde avec moi. Vous savez, n'est-ce pas, que dans l'univers, il y a aussi de la lumière. D'accord? Alors réfléchissez bien, c'est assez facile à comprendre, mais il faut être un peu concentré. Quand l'univers grandit, le nombre de grains de matière par unité de volume, il diminue, bien sûr. Quand vous avez, par exemple, 5 protons par mètre cube, l'univers grandit. Ben, vous n'avez plus que 5 protons pour 2 mètres cubes. Donc le nombre de protons par mètre cube, il a diminué. C'est évident. D'accord? Et le nombre de grains de lumière, il a diminué aussi, n'est-ce pas? Pareil, il y a moins de photons. Sauf qu'il y a une différence entre les deux. Écoutez-moi bien, c'est là que c'est un peu subtil. C'est que l'énergie qui est associée à la matière, elle s'est diluée comme la quantité de matière. Si j'ai 2 fois moins de matière, j'ai 2 fois moins d'énergie associée à la matière. Normal. Pour la lumière, ce n'est pas vrai. Et regardez pourquoi. La lumière, c'est une onde. D'accord? Si l'univers grandit, l'onde elle-même va être étirée. Ce qui veut dire qu'au lieu d'osciller vite, elle va se mettre à osciller lentement. Vous êtes d'accord, hein? L'onde, c'est quelque chose qui oscille. Si je prends un truc oscillant et que je le tire, vous voyez que la longueur d'onde va augmenter. Mais l'énergie d'une onde est reliée à sa longueur d'onde. Donc en fait, la lumière, elle va être plus diluée que la matière. Parce que non seulement le volume augmente, donc il y aura, comme pour la matière, moins de grains de lumière par unité de volume. D'accord? Ça, c'est vraiment l'effet de dilution mécanique. Mais en plus de ça, chaque grain de lumière va perdre de l'énergie. Comprenez pourquoi il perd de l'énergie? Parce que sa longueur d'onde est plus grande. Et une onde qui a une longueur d'onde plus grande, ça veut dire qu'elle varie moins vite, donc elle porte moins d'énergie. Donc quand l'univers grandit, la lumière se dilue plus vite que la matière. D'accord? Mais maintenant, si je remonte le temps, ça marche dans l'autre sens. Ça, c'est quand l'univers grandit. Si je remonte le cours du temps, ça veut dire que l'univers rapetisse. Donc quand l'univers rapetisse, au contraire, la densité d'énergie associée à la lumière va croître plus vite que celle associée à la matière. Donc regardez, si je vais dans le passé, il y a forcément un moment où l'univers n'est plus dominé par la matière, mais où l'univers est dominé par la lumière. C'est arrivé.
C'est ce qui s'est passé. Environ quelques centaines de milliers d'années après le Big Bang, d'accord? Avant ça, l'univers était dominé par la lumière. Après ça, il était dominé par la matière. Et dans cette phase de domination par la lumière, on sait aussi calculer le facteur d'échelle. Et il est proportionnel à la racine carrée du temps, à t puissance 1,5. C'est pas pareil, oui. Dominé par la lumière, la taille caractéristique de l'univers évolue comme la racine du temps. Dominé par la matière, la taille caractéristique de l'univers évolue comme la puissance 2/3 du temps. Est-ce qu'on a fait le tour de tout ce qui existe? Ben non. Parce qu'on a de très bonnes raisons de penser, comme je vous l'ai déjà dit dans des cours précédents, que dans ces premiers instants, l'univers a été dans une phase d'inflation. Dans cette phase d'inflation, alors je ne vais pas employer de termes techniques, on pourrait dire qu'il est dominé par un fluide noir qui a une équation d'état, P sur ρ égale -1 ou ce genre de choses. Restons simples. Je vais appeler ça la domination par l'inflation. Restons intuitifs. Dans ces cas-là, je sais aussi calculer cette équation-là. Et je trouve que dans ce cas-là, A varie comme exponentielle de t, exponentielle de ht. De racine de ht, en fait. On va mettre alpha t, c'est pas la peine de compliquer. Voilà. On va dire que A varie comme exponentielle de alpha t. Et aujourd'hui, l'univers est vraisemblablement dominé par encore autre chose, dont je vous parlerai plus tard, qu'on appelle la constante cosmologique. Et quand l'univers est dominé par la constante cosmologique, j'ai à nouveau A qui est en exponentielle de t. Je vais noter bêta t. Voilà aujourd'hui comment on croit que la taille caractéristique de l'univers a dépendu du temps au cours de son histoire. Très proche du Big Bang, augmentation exponentielle de la taille. C'est ce qu'on appelle l'inflation. D'accord? Très rapidement, environ un milliardième de seconde après le Big Bang, domination par la lumière. La taille croît lentement, comme la racine carrée du temps. C'est pas très rapide une racine carrée. D'accord? Environ quelques centaines de milliers d'années plus tard, début de la domination par la matière. L'univers croît encore plus lentement, comme le temps à la puissance 2/3. Et puis environ, disons 10 milliards d'années après le départ, c'est-à-dire peu de temps avant aujourd'hui, on commence à être dominé par la constante cosmologique et on repart en expansion exponentielle. Ce qui est remarquable, c'est que cette prédiction du modèle, alors il faut être tout à fait honnête, cette prédiction du modèle a aussi été construite pour coller avec les données, c'est-à-dire que le modèle pourrait avoir d'autres solutions. Mais en tous les cas, une fois qu'on s'est donné un contenu matériel clair, cette prédiction de la relativité générale est en parfait accord avec la dynamique observée de l'univers. Parce que comme vous le savez, comme on l'a dit plein de fois, regarder loin, c'est regarder tôt. Donc on a beaucoup de méthodes différentes pour voir effectivement l'évolution de la dynamique cosmologique à travers les âges. Et on a ici un modèle qui retrace essentiellement, parfaitement, l'évolution de la taille du cosmos en fonction du temps. Et vous voyez que ce qui est beau, c'est que c'est une évolution qui est mouvementée quand même. C'est pas tout le temps pareil. Exponentielle, racine carrée, puissance 2/3, re-exponentielle, c'est la solution des équations d'Einstein et c'est ce qu'on voit. Donc quand même, globalement, l'évolution de l'univers est assez bien contrôlée. Et vous voyez que de ce point de vue, la cosmologie, c'est aussi une intersection ou un dialogue avec la physique des particules. Parce que pour décrire l'évolution, vous avez besoin de connaître le contenu. Mais comment connaissez-vous le contenu? Vous connaissez le contenu aujourd'hui. Comment savez-vous ce qu'il y avait dans l'univers un milliardième de seconde après le Big Bang? Pour faire ça, vous avez besoin de la physique des particules. C'est-à-dire que vous voyez qu'en fait, c'est le contenu microscopique qui va déterminer la dynamique macroscopique. Il y a un lien très fort entre l'infiniment petit et l'infiniment grand. Ils sont fondamentalement articulés dans cette démarche. D'accord ? Bon, il y aurait beaucoup à dire, je pense qu'on va discuter après, peut-être pour l'instant je vais en rester là sur ce qui concerne la solution
cosmologique. D'accord ? Et je vais vous dire maintenant quelques mots de l'autre solution fondamentale, qui est celle des trous noirs. Bon, avant de s'y mettre, avant de passer au trou noir, comme d'habitude, vous m'autorisez une petite digression de quelques instants, j'espère. Mais les digressions, comme je vous l'ai dit, finalement, c'est souvent l'essentiel, à mon avis en tout cas. Qu'est-ce qu'on fait en ce moment ? On fait de la science, on fait de la physique. Je veux absolument... Vous savez, ce que je vous raconte là, si vous êtes physicien, vous le referez mieux dans 3 ans. Si vous n'êtes pas physicien, vous aurez oublié. Mon espoir, s'il y a une chose que vous retenez de ce qu'on a fait ensemble, c'est un peu d'invitation à sortir des sentiers battus et à penser toute la complexité de notre rapport au monde ou de nos rapports au monde. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Rejouons le jeu qu'on a déjà joué plusieurs fois, mais en l'affinant un peu. C'est quoi la science ? Vous savez, Galilée disait que le monde est écrit en langage mathématique. Finalement, Platon le disait déjà, c'était écrit à l'entrée de l'Académie. Spinoza le disait aussi. C'est un lieu commun. La nature est écrite en langage mathématique. Donc la science, ce sont les mathématiques, finalement. Oui, c'est pas complètement faux, mais ça suffit pas. Pourquoi ça suffit pas ? Parce que d'abord, les sciences humaines n'utilisent pas de mathématiques. Mais même sans aller jusque-là, pourrait-on dire, au sein même des sciences de la nature, quid de l'éthologie, l'étude des comportements animaux, quid de la taxinomie, l'art des classifications, pas de mathématiques non plus. Donc manifestement, ça ne suffit pas comme caractérisation. Bon, vous pourriez dire d'accord, finalement la science, c'est le lien avec l'expérience. Oui, c'est pas mal comme définition. Dans sciences de la nature, il y a des expériences. Enfin, ça pose quand même un petit problème, parce que la reine des sciences, si l'on peut dire, les mathématiques, ne sont précisément pas une science expérimentale. C'est donc un peu compliqué de définir la science par l'expérimentation, alors que la science la plus parfaite dont on dispose, au sens des sciences exactes ou des sciences dures, se passe précisément d'expérimentation. En plus, c'est quoi une expérience ? Ne faites jamais comme si vous saviez ce qu'est une expérience. Personne ne sait ce qu'est une expérience. Vous savez, le langage naïf, c'est une expérience, ce sont des faits, pas d'idéologie, juste des faits. Mais les faits, ça n'existe pas de façon absolument pure et décontextualisée d'une vision du monde. Je vous promets que si nous étions en ce moment, nous tous là, des jeunes paysans du Moyen-Âge, pour nous, l'existence de sorcières serait un fait. Ça serait une vérité, juste incontestable. Et aujourd'hui, on en sourit, ou on en pleure d'ailleurs. Ce qu'elles ont subi n'était pas très drôle. Je vous promets que si nous étions des Inuits du nord du Québec, pour nous, le rêve serait le réel. Ça serait un fait, on ne se demanderait même pas, mais est-ce que c'est... Non, ça serait évident. Ce qu'on rêve la nuit, c'est la vraie réalité. Et ces gens, croyez-moi, ne sont pas plus bêtes que nous. Au contraire, à plus d'un titre. Donc vous voyez, il faut toujours se méfier de l'idée qu'une expérience, ce sont des faits. Les faits, c'est compliqué. On les voit comme des faits dans un cadre interprétatif. Et vous pourriez me dire, oui, mais quand même, au moins, il y a une clarté de la reproduction. Regardez. Je fais tomber ma craie, comme d'hab. Et puis, je refais la même expérience 3 secondes après. Je vais me dire, bon, c'est la même expérience. Je peux essayer de chercher des régularités, je peux comprendre ce qui se passe. Ça, quand même, c'est des faits. J'ai dit quoi ? Que je refaisais la même expérience. Mais déjà, en disant ça, j'ai fait l'hypothèse, même pas explicite, que donc l'état mental dans lequel vous vous trouvez n'influe pas sur l'expérience. Puisque entre les 3 secondes qui s'est passé, vous avez peut-être reçu un SMS, vous avez peut-être pensé à autre chose. Donc, c'est pas du tout le même état mental dans la pièce. Et pourtant, je dis c'est la même expérience. Il y a une voiture qui est passée sur le campus. Pourtant, je dis c'est la même expérience. Le programme radiophonique qui est en ce moment diffusé n'était pas le même entre les 2 expériences. Pourtant, je dis c'est la même. Donc, pourquoi je dis c'est la même ? Parce que j'ai déjà fait 1 milliard d'hypothèses sur ce que je suis en train de tester. Vous voyez, il faut se méfier des idées simplistes, du genre ça, ce sont des faits. Vous voyez, comme les sondages, quoi. Vous voyez, nos politiques, ça, c'est un sondage. Oui, mais on sait très bien que si on change la question, on change le résultat. Donc, soyons subtils. C'était un problème un peu compliqué. Après, vous pourriez me dire, oui, mais finalement, ce qui compte, c'est la capacité de prévoir. C'est pas faux, hein. Thalès est devenu célèbre parce qu'il a prévu une éclipse. Bon, il a eu un peu de chance, mais c'est vrai, la capacité de prévoir, ça joue.
Mais je peux prévoir la position de l'aiguille de ma montre dans 3 secondes sans rien comprendre à son mécanisme. C'est pas pareil, expliquer et prévoir. Ça ne suffit pas. Expliquer, c'est beaucoup plus que prévoir. D'accord ? Vous pourriez me dire, finalement, la science, c'est la rationalité. Bon, ça, je vous en ai déjà parlé. Moi, je crois que c'est complètement inopérant comme définition. Parce que chacun se croit rationnel. Moi, j'ai des amis, ou des ennemis intellectuels, mais des amis dans la vraie vie, on va dire hyper rationalistes. Pour eux, c'est la rationalité. C'est leur cri de guerre. Oui, mais c'est un cri qui ne veut rien dire. Parce que leurs ennemis, c'est-à-dire les fondamentalistes religieux, c'est-à-dire les spiritualistes, les ésotéristes, tous ces gens-là se considèrent comme parfaitement rationnels. Et ils le sont par rapport à leur définition de la raison. Il n'y a pas de définition non équivoque de la raison. Nous sommes tous les irrationnels de nos ennemis. Je vous assure, quand il y a un attentat, des gens qui meurent, quelque chose de grave, discutez avec des militants. Les gens d'extrême gauche se trouvent renforcés dans leurs convictions. Les gens d'extrême droite se trouvent renforcés dans leurs convictions. Ce n'est pas rationnel. C'est une confirmation de ce qu'on croit déjà qui se présente à nous. Hélas, parce que ça serait intéressant. Ça serait intéressant et un peu inquiétant aussi qu'on soit de simples capacités, de simples organes à calculer et à analyser. Mais vous voyez, c'est subtil ce qui se passe. Alors vous pourriez me dire, en fait, la science, c'est la vérité. Oui, très bien, cherchons la vérité. Qui pourrait s'y opposer ? Cherchons la vérité, évidemment. Mais la vérité, vous savez, faut pas l'utiliser comme un fétiche, comme ça, qu'on porte à la boutonnière. La vérité, c'est une chose sérieuse, c'est une chose compliquée. C'est une chose compliquée parce qu'elle a énormément évolué au cours du temps depuis l'aletheia, qui est son sens originel en grec, c'est-à-dire le dévoilement. La vérité, elle est toujours relative, elle aussi, à un cadre qui est historique, culturel et conceptuel. Ce qui est évidemment vrai pour nous ne l'était pas dans le passé et ne le sera pas dans le futur. Ça ne signifie pas, oublions la vérité. Ce serait catastrophique de faire ça. Catastrophique, ça donnerait les pires horreurs. Mais soyons sérieux avec la vérité. C'est-à-dire interrogeons-la elle aussi. Et permettez-moi un dernier exemple dans le cadre des sciences dures. Vous avez compris maintenant, n'est-ce pas, que vraisemblablement, en suivant Thomas Kuhn, l'épistémologiste américain, on pourrait dire que la science fonctionne par changement de paradigme. Je vous l'ai déjà dit, un paradigme, disons, c'est une image globale du monde. Mais regardez avec moi, s'il vous plaît. C'est très important ce que je vous dis là. Quand on passe de Newton à Einstein, est-ce qu'on tend vers la vérité ? Du point de vue de la capacité de prédire, ce qu'on appelle un peu pompeusement du point de vue heuristique, c'est-à-dire quant à la fiabilité des trajectoires. Oui, on se rapproche de la vérité. Parce que si je calcule la trajectoire d'un corps céleste chez Einstein, je trouve un meilleur résultat que chez Newton. Donc quant à la capacité à ce que notre modèle s'accorde avec nos observations, oui, il y a un progrès avec une direction vers la vérité. Mais, au-delà de cet aspect technique, si je parle en termes ontologiques, c'est-à-dire en termes de description de l'être en tant qu'être de la nature, je crois que c'est très dur de croire qu'il y a un progrès. Pourquoi ? Parce qu'à chaque changement de paradigme, je redessine complètement le monde. Chez Newton, la Lune tourne parce qu'une force l'attire. Chez Einstein, il n'y a plus du tout de force. Ça n'existe pas. Zéro force, mais un espace-temps qui est courbé. Et puis après Einstein, je ne sais pas moi, quand on fera de la gravité quantique, on dira « Ah mais non, mais en fait c'est complètement faux Einstein ». En fait ce qui se passe, c'est un maillage de cordes ou de boucles ou je ne sais quoi. Donc à chaque fois qu'on change de paradigme, ce n'est pas une petite amélioration du point de vue ontologique, du point de vue fondamental. C'est une révolution radicale. Si vous préférez, chaque paradigme est infiniment distant du précédent. Donc comment voulez-vous tendre vers la vérité puisque vous êtes toujours infiniment loin du précédent et du suivant ? Ça n'a aucun sens. Ça reviendrait à dire que quand bien même la vérité existerait, ce qui n'est pas sûr, nous en serions toujours infiniment éloignés. Faut-il en conclure que ce qu'on fait n'a aucun intérêt ? Évidemment pas. Moi, je crois qu'au contraire, le geste scientifique, c'est un apprentissage de la beauté du doute ou de l'inconfort, de l'intranquillité, comme l'écrivait Fernando Pessoa, le très beau poète portugais, qui d'ailleurs disait aussi « Soyons multiples comme l'univers ». Ça sera très bien pour le prochain cours. Bon, allez, j'arrête là pour les digressions. Trou noir. Alors, bon, trou noir, c'est publicitaire. Ça fait, quand on parle de trou noir, souvent, voilà,
J'attire votre attention, enfin j'espère. Mais en fait, ce qu'on va faire là n'est pas spécialement vrai pour les trous noirs, c'est vrai pour n'importe quel corps sphérique statique. Donc ça marche tout aussi bien pour les planètes et les étoiles. Hein. C'est pas vraiment spécifique aux trous noirs. Qu'est-ce qu'on va faire? La même chose. On va essayer de trouver quelle est la métrique. Autrement dit, on va essayer de comprendre quelle est la structure de l'espace-temps. Sauf que maintenant, au lieu d'écrire la totalité de l'univers, je vais m'intéresser à des objets très particuliers. Qu'est-ce qu'ils ont de particulier, ces objets? Une fois de plus, un trou noir ou étoile, c'est pareil. Ils ont un autre type de symétrie. Je vous rappelle, pour l'univers, la symétrie, c'était quoi? Homogène, isotrope. C'était ça, la symétrie. Là, la symétrie, c'est quoi? Prenez la Terre. Qu'est-ce qu'elle a comme symétrie? Deux choses. La première, c'est qu'elle est invariante par rotation autour de son centre. Bon, presque, hein, j'oublie les montagnes, etc. Si je l'approxime comme étant une sphère parfaite, d'accord? Si je mets un système d'axes au cœur de la Terre et que je fais tourner le système d'axes, je vois la même planète. Donc j'ai une première symétrie qui est la symétrie par rotation. Symétrie sphérique. D'accord? Puis j'ai une deuxième symétrie, c'est qu'elle n'évolue pas au cours du temps. C'est ce qu'on appelle le fait d'être statique. Donc pour ces objets-là, pour l'univers, regardez, c'était dynamique, hein, le facteur d'échelle dépend du temps. N'est-ce pas? Donc pour l'univers, j'avais une solution qui avait des symétries spatiales, mais qui n'avait pas de symétrie temporelle. D'accord? Il y avait variation temporelle de cet objet-là. Pour une planète comme la Terre, si je me mets là et que je ne bouge pas, à votre avis, est-ce que l'espace-temps change? Ben non, puisque ce qui crée la structure de l'espace-temps, c'est-à-dire la Terre, ne change pas. Si la cause ne change pas, la conséquence ne change pas. D'accord? Donc, je vais faire deux hypothèses supplémentaires. 1, invariance par rotation, symétrie sphérique. 2, staticité. Donc, invariance temporelle des termes de la métrique. C'est un peu plus compliqué à faire. La métrique de Schwarzschild, qui décrit les trous noirs, est plus compliquée à trouver que la métrique dite de Friedman, Lemaitre, Robertson, Walker, qui est celle que j'ai écrite jusqu'à maintenant. Donc, je vous passe bien sûr les détails et je vous donne directement le résultat. ds carré égale, je l'écris en unité géométrique cette fois, en unité de Planck, dt carré moins, donc 1 moins 2m sur r fois dt carré moins dr carré divisé par 1 moins 2m sur r. Sachant que ce que j'appelle m, c'est la masse de l'astre, et ce que j'appelle r, c'est la distance entre le centre de l'astre et le point courant, m si vous voulez, auquel je fais la mesure. Donc je dis que ds carré est égal à 1 moins 2m sur r fois dt carré moins dr carré divisé par 1 moins 2m sur r. Et puis on va l'interpréter, hein, vous inquiétez pas, l'équation en elle-même nous intéresse peu. Alors de quoi s'agit-il? Que sont les trous noirs? Alors peut-être, avant de comprendre un peu plus en détail cette métrique dite de Schwarzschild, il est opportun de revenir à la définition classique d'un trou noir. Peut-être savez-vous que les trous noirs n'ont pas été inventés par Einstein et consorts, mais ont été inventés ou compris par Pierre-Simon de Laplace, notre marquis, et John Mitchell, un astronome amateur anglais au XVIIIe siècle. D'accord ? Donc l'idée de trou noir n'est pas récente. Hein, elle a 2 siècles et demi. C'est quoi l'idée ? Elle est très simple, regardez. Si je prends, une fois de plus, ma malheureuse craie et que je la lance, qu'est-ce qui se passe ? Elle monte et elle redescend. Elle est retombée. Qu'est-ce qui se passe si je la lance beaucoup plus vite ? Bon, évidemment, là, il y a le toit. S'il n'y avait pas le toit, qu'est-ce qui se passe si je la lance extrêmement vite ? Comme vous le savez, il y a une vitesse critique, telle qu'au-delà de cette vitesse critique, la craie ne va jamais retomber. On appelle ça la vitesse de libération. C'est la vitesse, n'est-ce pas, au-delà de laquelle un corps s'échappe pour toujours de la gravité de l'objet céleste au voisinage duquel il a été lancé. Pour la Terre, la vitesse de libération est de l'ordre de 11 km par seconde.
Donc si je lance ma craie à moins de 11 km, c'est énorme, hein, à moins de 11 km par seconde, ce qui est le cas, elle redescend. Si je la lâche, je la lance à plus que 11 km par seconde, elle s'échappera pour toujours de la gravité terrestre. Oui. Donc il n'y a aucune notion de temps. Dès l'instant où la thèse de Comment? libération, il n'y a aucune notion de temps. Donc dès l'instant où la thèse de libération, ça. Ah bah. Oui, oui. Dès que s'il est envoyé à une vitesse plus grande que la vitesse de libération, il quitte le système, ce qui ne veut pas dire que la vitesse est constante. Hein. Il va être freiné, évidemment. Donc si je le lance à, par exemple, 12 km par seconde, oui, il va partir à l'infini, mais ça ne veut pas dire qu'il va rester tout le temps à 12 km par seconde. Il va quand même être freiné par la gravité terrestre, bien sûr. Le temps durant lequel il est à 11 km par seconde. Ah non, non, c'est instantané. C'est vraiment la vitesse instantanée et après, il est libre. Donc c'est la vitesse d'éjection. C'est pour ça qu'une fusée, par exemple, elle parvient à s'échapper même en ayant une vitesse beaucoup plus petite que ça, c'est parce qu'elle a une poussée continue. Donc là, c'est de la triche. Enfin, c'est un tout autre processus. D'accord ? Bon, imaginez maintenant qu'on prenne la Terre et on la comprime avec des mains de géants. Comment va varier, à votre avis, la vitesse de libération à la surface ? Ben, elle augmente, bien sûr. Vous prenez la même masse, vous ne changez pas la masse, mais vous contractez. Forcément, c'est plus dur de s'échapper puisque vous êtes plus près du centre. C'est évident, hein, d'accord ? Vous avez toujours la même masse, mais elle est concentrée en quelque chose de plus dense. Donc vous êtes plus près du centre de la masse, donc évidemment, c'est plus dur de s'échapper. Et donc ce que se sont dit Laplace et Mitchell, c'est en théorie, on pourrait imaginer des astres qui sont tellement denses que la vitesse de libération, c'est-à-dire la vitesse nécessaire pour s'échapper de leur champ gravitationnel, deviendrait plus grande que la vitesse de la lumière. C'est ce qu'on appelle des trous noirs. Ce sont des objets dont même la lumière ne peut s'extraire. Cette définition-là est vraie aussi en relativité. Hein. D'accord ? La définition d'un trou noir, c'est que c'est un objet suffisamment dense, quoiqu'on va revenir sur cette idée tout à l'heure, pour que la vitesse nécessaire à s'extraire de son champ de gravité soit plus grande que la vitesse de la lumière, donc même la lumière ne peut pas s'extraire de son champ de gravité. D'accord ? C'est clair, finalement, c'est simple. Alors, on peut faire le calcul, si vous voulez. On va faire le calcul classique. Alors c'est assez marrant, parce que le calcul non relativiste, il est complètement faux en termes rigoureux, mais il donne le bon résultat. Alors, regardez-le comme un moyen de mnémotechnique. Parce que ce que je vais faire maintenant est une horreur du point de vue scientifique, d'accord ? Je vais dire que l'énergie cinétique de la lumière, c'est 1/2 de mv2, enfin je vais dire n'importe quoi avec V égale C. C'est complètement faux d'un point de vue relativiste, mais il se trouve que, par chance, hein, on ne peut pas dire plus que ça, mais par chance, ce calcul super trivial donne le bon résultat. Alors faisons-le parce qu'il fait une ligne. Donc il est tellement simple que ça vaut le coup de le faire. Regardez, qu'est-ce qu'on veut, nous ? Regardez, l'énergie cinétique dit à la craie, va-t'en. L'énergie potentielle dit non, non, reviens. D'accord ? Donc la vitesse de libération, c'est la limite, quand les deux sont égales. Donc l'énergie cinétique, c'est 1/2 de mv2. L'énergie potentielle, c'est G m sur R, où petit m est la masse de la craie et grand M est la masse de la Terre. D'accord ? Hein ? Ça, c'est l'énergie cinétique de ma craie. Ça, c'est l'énergie potentielle de ma craie. Pourquoi je mets égal ? Que je dis que l'énergie cinétique, quand c'est elle qui est plus grande, la craie s'en va. Quand c'est l'énergie potentielle qui est plus grande, la craie retombe. Et puis le cas où elles sont égales, c'est le cas limite qui va me permettre de calculer la vitesse de libération. D'accord ? Qu'est-ce que je constate ? Que la masse de la craie se simplifie. C'est normal. On est dans un champ de gravité. Dans un champ de gravité, les trajectoires ne dépendent jamais de la masse test. Donc évidemment, quoi que je dise, ça ne va pas dépendre de la masse de la craie. Ça, maintenant que vous êtes coutumier de la relativité, ça vous paraît évidemment naturel. Et donc, qu'est-ce que je trouve ? Eh bien, je trouve que si je veux que la vitesse de libération soit égale à la vitesse de la lumière, donc je fais V égale C, d'accord ? Ça fait 1/2 de C carré égale Gm sur R, ce qui implique que R égale 2Gm sur C carré. Hein, vous avez compris, pour passer de là à là, j'ai fait V égale C. Pourquoi V égale C ? Parce que je m'intéresse au cas où la vitesse de libération est égale à la vitesse de la lumière. Donc je remplace V par C et je regarde ce qu'il faudrait avoir comme rayon pour que la masse M ait une vitesse de libération égale à C. Et je trouve 2Gm sur C carré. Ça tombe bien, c'est le bon résultat.
avec un raisonnement qui est quand même totalement bidon. Donc oublions le raisonnement et regardons le résultat. C'est la réponse à ma question. Si je prends la Terre, dans quelle taille dois-je la comprimer pour en faire un trou noir? C'est-à-dire pour que la vitesse de libération soit plus grande ou égale à c. Vous connaissez la réponse? Quelques millimètres. Il faudrait que je prenne la totalité de la Terre, ses chaînes de montagnes, son magma, son manteau, son écorce, son cœur nucléaire, etc., et que je comprime ça là-dedans pour en faire un trou noir. Bon, à ce stade, un cerveau normal se dit c'est pas possible. Donc ça n'existe pas. Et c'est effectivement ce que se sont dit les hommes pendant très longtemps. Tout le monde s'est dit, les trous noirs, ce sont des possibilités théoriques qui ne sont pas instanciées dans le monde réel. Même Einstein a cru pendant une grande partie de sa vie que les trous noirs étaient des solutions existantes de ces équations, d'accord, mais que ces solutions n'avaient pas de contrepartie physique. Vous voyez la différence entre les deux, hein? Un homme de 27 mètres de long, de haut plutôt, ça ne viole pas les lois de la physique. C'est possible du point de vue des lois de la physique. Pourtant, ça n'existe pas. On n'a jamais vu un homme de 27 mètres de haut. Donc tout ce qui est physiquement possible n'existe pas, évidemment. Il y a plein de choses qui sont physiquement possibles qui n'existent pas. Et donc longtemps, on a cru que c'était le cas des trous noirs. C'était des objets qui étaient autorisés par la physique, mais qui n'existaient pas dans le monde réel, parce que comment voulez-vous contracter la Terre dans une sphère de 3 mm? Pas possible, personne ne peut faire ça. Pourquoi la situation a changé? La situation a changé parce que Chandrasekhar, un grand savant indien, et quelques autres, se sont intéressés à l'évolution des étoiles. Et ils ont compris que lorsque les étoiles avaient consommé tout leur combustible et qu'elles parvenaient en fin de vie, alors il n'y avait plus de pression de radiation. La pression de radiation, c'est ce qui provient des réactions de combustion nucléaire. Je vous rappelle que même notre Soleil consomme, je dis même parce que c'est quand même une étoile modeste, consomme chaque seconde environ 500 millions de tonnes d'hydrogène. Donc il se passe quand même beaucoup de choses là-dedans, qu'il transforme en hélium. Et que donc, lorsque l'étoile a consommé tout son combustible, qu'il n'y a plus ou plus assez d'hélium, il n'y aura plus de radiation pour compenser l'attraction gravitationnelle, et donc l'étoile va imploser, va s'effondrer sous son propre poids. Alors si l'étoile est légère, comme le Soleil, elle va devenir ce qu'on appelle une naine blanche, c'est-à-dire essentiellement une étoile morte. Si elle est plus lourde que le Soleil, elle va se transformer en étoile à neutrons. C'est très beau les étoiles à neutrons, parce que ce sont des objets qui sont stabilisés par la mécanique quantique, mais je n'ai pas le temps de vous en parler. Et si l'étoile est encore plus lourde que ça, elle va évoluer en trou noir. Ça, c'est une prédiction du calcul de Chandrasekhar. Alors d'un seul coup, la situation a changé. C'est-à-dire que les trous noirs passent du statut de possibilité mathématique exotique au statut de prédiction claire de la théorie pour des objets réels que sont les étoiles très massives. Alors bien sûr, la quête de trous noirs s'ouvre donc. Est-ce qu'on en voit ? Et là, la situation, dirais-je, a drastiquement changé depuis quelques décennies. C'est vraiment passé du statut d'objet hypothétique au statut d'habitant standard du bestiaire de l'astrophysicien. Aujourd'hui, pratiquement plus aucun astrophysicien ne doute de l'existence réelle de trous noirs. Pourquoi ? Je vous donne quelques arguments. Ces trous noirs vont être souvent entourés par un disque d'accrétion. Le disque d'accrétion, c'est de la matière qui va tomber sur le trou noir, mais qui va tomber en spiralant. Et en spiralant, la matière va frotter sur elle-même, et ce phénomène de friction va induire une grande libération d'énergie. Et on peut calculer exactement à quoi ressemble le spectre, c'est-à-dire les caractéristiques thermiques de cette matière en train de tomber depuis le disque d'accrétion, et il se trouve qu'on observe réellement dans l'univers des phénomènes physiques qui sont en très bonne adéquation avec cette prédiction. D'ailleurs, vous pouvez remarquer que quand on atteint ce rayon-là, qui est la taille du trou noir, le rayon de Schwarzschild, regardez, vous voyez que l'énergie potentielle, vous remplacez R par ça, d'accord, hein ?
remplacez R par cette valeur-là, et qu'est-ce que vous trouvez? Que l'énergie potentielle vaut 1,5 de MC2. Et regardez ça, c'est très important ça. Ça veut dire que quand vous atteignez la surface du trou noir, l'énergie du corps qui est en train de tomber vaut à peu près la moitié de son énergie de masse. C'est gigantesque. Dans une étoile comme le Soleil, les réactions de fusion thermonucléaire sont beaucoup moins efficaces que ça. Dans une réaction de fusion thermonucléaire, vous ne récupérez que quelques fractions de pourcent de l'énergie de masse. Vous savez ça, non? La différence de masse entre l'hydrogène qui participe à la réaction et l'hélium qui est produit est extrêmement faible. Ça veut dire que même la fusion nucléaire, qui est ce qu'on a de mieux en fait, reste encore extrêmement peu efficace par rapport à la chute sur un trou noir. L'énergie que vous avez en chutant sur un trou noir est énormément plus grande que l'énergie de fusion nucléaire. Donc en fait, ce sont les moteurs les plus puissants de l'univers. C'est pour ça que dans les disques d'accrétion, on voit ces phénomènes de friction et qu'on observe effectivement ceci comme premier indice de l'existence des trous noirs. Alors parenthèse, je vous l'ai tellement dit que j'espère aucun d'entre vous ne va demander « mais est-ce qu'on a des preuves de leur existence ?» Bon, ça y est, je pense que vous êtes clair là-dessus, cette question n'a pas de sens. Évidemment non, puisque évidemment, quoi qu'on dise en sciences de la nature, ce n'est jamais prouvé. Jamais. Mais la question n'est pas est-ce qu'on a des preuves, la question est quel est le taux de fiabilité de cette hypothèse? Et ma réponse est aujourd'hui elle est très fiable. Pas tout à fait aussi fiable que l'existence de planètes, évidemment, on habite sur une planète. Donc là vraiment la fiabilité est maximale, mais elle est quand même très élevée. Donc première raison, celle que je viens de donner, d'accord, on voit les disques. Deuxième raison, quand la matière tombe sur les trous noirs, il y a éjection, comme ça, de deux grands jets bipolaires de particules. Alors soyons clairs, les jets, d'accord, ne viennent pas de l'intérieur du trou noir, puisque par définition rien ne peut en sortir. On est bien d'accord. Ils viennent de l'environnement du trou noir, à cause du champ magnétique, par un mécanisme un peu compliqué qu'on appelle le mécanisme de Blandford, et qui vient du fait que les lignes de champ magnétique ne sont pas tout à fait orthogonales au disque d'accrétion. Oubliez les détails, on n'est pas là pour ça. La matière va se trouver partiellement éjectée de part et d'autre du disque. Ça, c'est une prédiction théorique. C'est ce que nous dit la magnéto-hydrodynamique relativiste. Et on les voit, ces jets. On observe très bien avec nos télescopes, ces grands, et en particulier nos radiotélescopes, mais pas seulement, ces grands jets de matière de part et d'autre des disques d'accrétion. Deuxième indication très forte pour l'existence de trous noirs. Troisième élément déterminant. On pense qu'au cœur de notre galaxie se trouve un trou noir nommé Sagittarius A star, de environ 4 millions de fois la masse du Soleil. D'accord? Comment on le sait, ça? Pourquoi on croit ça? En fait, parce qu'on observe les trajectoires des étoiles autour du centre de la galaxie. Ce n'est pas des calculs, d'accord? On les voit. On voit les étoiles qui tournent autour du cœur de la Voie lactée. D'accord? Et qu'est-ce qu'on voit? Bien, on voit que les trajectoires, d'abord, sont très elliptiques. On voit des ellipses, vous voyez, ce n'est pas des ellipses comme ça, c'est des ellipses comme ça. Vraiment très allongées. Très très allongées. Ce qui prouve qu'il y a une masse énorme. Donc, on peut calculer, à partir de l'observation des étoiles, la masse autour de laquelle elles tournent. Et on trouve, c'est comme ça qu'on le sait, que la masse qui doit être là, ça c'est de la mécanique newtonienne de base, hein, la masse qui doit être là pour expliquer les orbites observées est de 4 millions de fois la masse du Soleil. Bon, ça ne prouve pas que c'est un trou noir. Mais les étoiles, on les voit individuellement. On voit des points brillants. Alors que la masse autour de laquelle elles tournent, on ne la voit pas. Ce qui veut dire que le centre attracteur, qui est 4 millions de fois plus massif que les étoiles, que chaque étoile, est beaucoup moins brillant qu'une étoile. Bon. Et en plus, on voit que ces étoiles, elles frôlent la masse, mais sans la toucher. Sans la toucher parce qu'on les voit tourner plusieurs fois, et on voit bien qu'elles ne sont pas abîmées. Donc regardez, on a quelque chose qui est très massif, très noir et très petit. C'est exactement la définition d'un trou noir. Alors peut-être vous allez me dire, oui mais en fait, c'est juste que c'est la meilleure explication possible, quoi. Eh bien oui, comme toujours. C'est ça la physique. Nous ne cherchons pas la vérité absolue, nous cherchons la meilleure explication possible. C'est toujours comme ça.
Vous savez, il y a quelques années, on a découvert le boson de Higgs. Qu'est-ce qu'on a vu? On n'a pas vu un petit truc qui est apparu en disant « Bonjour, je suis Monsieur Higgs », d'accord, qui existe d'ailleurs, qui est encore vivant. Qu'est-ce qu'on a vu comme étant le boson de Higgs? On a vu une résonance essentiellement en 2 gamma, et que cette résonance en 2 gamma, la meilleure explication qu'on a, c'est le mécanisme de Higgs. C'est toujours ça la science. On n'a jamais une sorte de révélation. Ce n'est pas une pensée du miracle, d'accord? C'est une appréhension du monde par la meilleure explication dont on dispose. Et actuellement, nous n'avons pas de meilleure explication que l'existence de trous noirs pour rendre compte de l'orbite des étoiles au cœur de la Voie lactée. Et en plus, bien sûr, pour recoller encore une fois, on en a déjà parlé à l'actualité récente, je peux aussi mentionner la récente mesure par l'interféromètre LIGO des ondes gravitationnelles. Comme je vous l'ai dit, ce n'est pas vraiment intéressant, à mon avis, du point de vue de la découverte des ondes gravitationnelles, parce qu'on savait déjà qu'elles existent, mais en revanche, c'est fascinant en ceci qu'on vient pour la première fois de voir un trou noir, ou plus exactement 2 trous noirs, qui coalescent l'un avec l'autre, autrement dit, qui vont fusionner, et dans le profil de ce qu'on appelle le front d'onde de ces ondes gravitationnelles, on voit très clairement que la relaxation qui a lieu est celle qui est prévue par un horizon de trou noir. Donc c'est la première fois qu'on voit vraiment la structure de la surface d'un trou noir. Donc vous voyez qu'avec tout ce faisceau d'indices que je viens de nommer, on peut aujourd'hui considérer que ce sont des objets qui finalement font maintenant partie, avec très peu de doute, de notre environnement. D'accord ? Bon, mais que sont-ils vraiment? Que sont-ils vraiment? J'ai dessiné une sphère. Oui, ce sont des sphères. D'accord ? Les trous noirs sont, d'ailleurs on les a construits comme ça, on a supposé ab initio la symétrie sphérique. Donc ce sont des sphères, on est d'accord. Mais ces sphères ont une certaine taille. Alors on va appeler ça RS, comme rayon de Schwarzschild, qui est celui qui a fait le calcul initialement, dans le cadre relativiste. Ce rayon RS, d'accord, j'ai donné sa valeur ici, c'est 2gm sur c carré, où g est la constante de Newton et c est la vitesse de la lumière. Si on utilise ce qu'on appelle les unités géométriques, ou les unités de Planck, qui sont beaucoup utilisées en physique théorique, on dirait donc que ce rayon RS est égal à 2m, en mettant g et c à 1. Oui, peut-être ça vous embête ça, de mettre G et C à 1. Nous en physique, on va par exemple toujours mesurer des masses en kilomètres, des choses comme ça. Ça peut choquer un peu au départ, mais si vous voulez, ça rime à quoi de prendre comme unité de vitesse 1 mètre par seconde? 1 mètre par seconde, ça n'a rien de spécial, c'est conventionnel, c'est un choix d'homme. La seule vitesse qui a un sens physique, c'est la vitesse de la lumière. Donc mettons plutôt C égale 1. On se normalise à la vitesse de la lumière. Et de même, si je mets la constante de Newton, la constante de Planck par exemple à 1, je vais mettre le quantum d'action à 1. Si je mets la constante de Boltzmann à 1, je vais mettre le quantum d'entropie à 1, etc. Donc ces unités de physique théorique qui peuvent peut-être vous dérouter un peu au départ, où on prend la vitesse de la lumière égale la constante de Planck, égale la constante de Newton, égale la constante de Boltzmann, égale 1, en fait, dites-vous simplement que c'est un système d'unités très naturel dans lequel on se normalise à ce qu'il y a un sens physique. Si ça vous embête, vous pouvez remettre les unités complètes, bien sûr. Bref. Donc, on a ce rayon-là. Et donc, on a le trou noir qui est une sphère. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si moi, je suis là, d'accord, je peux me balader et je peux revenir en arrière. Mais si je fais ça, je ne peux plus revenir en arrière. Ça veut dire que dès que j'ai franchi cette surface, qu'on appelle horizon, plus aucun voyage de ce type n'est envisageable. Dante, le poète italien, écrivait dans sa comédie pour décrire les enfers « Vous qui pénétrez ici, perdez toute espérance ». Voilà, c'est ça les trous noirs. Si vous pénétrez ici, perdez toute espérance. Il n'y a plus de retour en arrière possible dans un trou noir. Oui. Si on met 2 trous noirs comme ça, oui. et qu'on est entre les deux, oui. on va être attiré par lequel? Alors, la question qui pose, c'est si on met 2 trous noirs, on va être attiré par lequel? Ça n'a aucune importance que je sois des trous noirs. Tu vas avoir 2 objets qui ont une certaine masse et chacun va jouer son rôle. Celui qui est le plus lourd, situé à égale distance des deux. Celui qui est le plus lourd est celui qui t'attirera le plus. En fait, une chose que je peux dire dès maintenant. Vous savez, il y a cette image d'Épinal qu'on a parfois du trou noir qui est présenté d'ailleurs presque invariablement dans les articles de vulgarisation comme des ogres cosmiques
qui dévorent tout sur leur passage. Rien ne pourrait être plus faux. Imaginez que maintenant, paf, le Soleil devienne un trou noir. Ça change quoi pour nous? Je vous pose la question. Le Soleil implose en trou... C'est pas vrai, hein, mais bon. Imaginons que le Soleil implose en trou noir maintenant. Ça change quoi pour nous? Pendant 8 minutes, ça change exactement rien. Puisque la lumière qui a été émise par le Soleil n'est pas encore arrivée jusqu'à nous. Donc pendant 8 minutes, on continue de tourner pareil et on reçoit de la lumière pareil. Au bout de 8 minutes, on ne reçoit plus de lumière. Un trou noir n'émet pas de lumière. Donc au bout de 8 minutes, on va commencer à avoir très froid. Et on ne va pas faire long feu. Ça, c'est vrai. Mais qu'en est-il de l'orbite de la Terre? Comment l'orbite de la Terre va-t-elle être modifiée? Elle ne va pas être modifiée, exactement. Vous aviez le Soleil, la Terre tournait autour. Vous remplacez le Soleil par un trou noir de même masse. La Terre tourne autour exactement de la même manière. La gravité est démocratique. On se fiche de ce qui crée le champ gravitationnel, que ce soit une étoile, un trou noir ou une botte de carottes. Du moment que la masse est fixée, la trajectoire est fixée. D'accord? Donc c'est complètement faux de dire que les trous noirs attirent tout. Le trou noir qui est au cœur de notre galaxie, la Voie lactée, va-t-il tous nous dévorer? Non. Pourquoi? Parce qu'on tourne autour. C'est des orbites stables. Quel est le problème? On va tourner éternellement autour dans des orbites qui sont parfaitement stables. D'accord? Oui, ce qui tombe dedans ne ressort pas, ça c'est vrai. Mais comme les trous noirs sont très petits, finalement, il y a peu de choses qui tombent dedans. D'accord? Bien. Donc, j'en reviens à ça. À votre avis, de quoi est faite la surface d'un trou noir? Est-ce que je me cogne la tête quand j'arrive à la surface? Non, hein, d'accord? L'horizon d'un trou noir, c'est une surface immatérielle. Immatérielle. Quand je pénètre dans un trou noir, je ne ressens rien de particulier. Il n'y a pas d'effet physique associé au passage de l'horizon d'un trou noir. Le seul effet physique, c'est que je ne peux plus revenir en arrière. Mais permettez-moi une analogie. Imaginez que vous êtes un poisson et qu'il y a un courant d'eau. D'accord? Et puis il y a une chute d'eau. Tant que vous êtes loin de la chute, l'eau va doucement. Par exemple, l'eau va à 1 mètre par seconde. C'est pas si doucement que ça. Et vous nagez à 2 mètres par seconde. Donc vous pouvez aller dans les deux sens. Vous pouvez remonter le courant. Puis l'eau accélère. Puis vient un moment où l'eau dépasse les 2 mètres par seconde. Ça veut dire que même si vous nagez en arrière, en fait, vous allez par là. Puisque vous nagez à 2 mètres par seconde par ici, mais imaginez que l'eau, elle va à 3 mètres par seconde dans l'autre sens. Vous ne pouvez plus remonter en arrière. Le moment à partir duquel vous ne pouvez plus aller en arrière, c'est ça l'horizon. Mais il ne se passe rien de spécial. Quand vous êtes emporté par le courant, il y a un moment duquel, inéluctablement, vous serez obligé d'aller toujours dans le même sens. Mais à ce moment-là, vous ne ressentez rien de particulier dans votre corps. Donc le passage de l'horizon d'un trou noir n'est pas associé à un événement physique. Oui? Mais ça veut dire quoi, se déplacer? En ce moment, tu te déplaces ou pas? Oui et non. Par rapport à moi, non. Par rapport au centre de la galaxie, oui. Le trou noir se déplace plus vite par rapport à la personne qui l'attire oui. que la vitesse à laquelle il attire la personne. Mais on n'attire pas à une vitesse. On attire suivant une force. Mais non, mais là, tu raisonnes, c'est une grosse erreur de raisonnement dans ce que tu dis, tu fais comme s'il y avait un référentiel absolu. Et par rapport auquel la personne et le trou noir avaient une certaine vitesse. Mais ça ne veut rien dire. Tout dépend de la vitesse relative entre le trou noir et la personne, c'est la seule question. Évidemment, si tu es à l'extérieur du trou noir, d'accord, le trou noir va t'attirer. Là, si je suis statique ici, maintenant tu es en train de dire quoi? Moi, je suis lancé par ici avec une très grande vitesse, ou le trou noir lancé par là, c'est bien exactement au même, avec une grande vitesse. Bah oui, tu peux y échapper, bien sûr. Ce qui compte, c'est la vitesse relative entre les points. Quand tu es dedans, non. Quand tu es dedans, il n'y a aucun retour en arrière possible. Je vais commenter un peu là-dessus. S'il vous plaît, laissez-moi encore commenter un peu et je vous promets, on a une séance de questions dans un quart d'heure. Parce que je pense que je vais répondre à beaucoup des questions que vous allez poser maintenant. Bon. Est-ce que ça veut dire pour autant qu'on ne ressent jamais rien? Je vous dis que quand on franchit l'horizon, on ne ressent rien. Non, on ne ressent pas jamais rien. Il y a un effet très caractéristique des trous noirs qu'on appelle, enfin de tous les corps célestes d'ailleurs, mais qu'on appelle l'effet de marée. C'est quoi l'effet de marée? Vous savez, n'est-ce pas, que la Lune crée des marées sur Terre? Elle fait varier la position de la mer. Pourquoi? Parce qu'elle attire la Terre et que la Lune va avoir tendance à étirer la Terre.
D'accord ? Parce que le barycentre de la Terre est à l'équilibre, la force centrifuge, si vous voulez, compense la force gravitationnelle, donc les points qui sont plus près de la Lune sont attirés vers la Lune, et les points qui sont plus loin de la Lune sont repoussés de la Lune. Donc la Terre est étirée par l'effet de marée. Bon. En ce moment même, nous subissons l'effet de marée. C'est-à-dire qu'en ce moment même, regardez, mes pieds sont plus attirés que ma tête. Donc en fait là, en ce moment, je suis un petit peu tiraillé par la gravité. Si j'étais en chute libre, je serais un petit peu tiraillé par la gravité. Sauf que comme la Terre fait 7000 km de rayon et que moi je fais que 1,80 m, concrètement la différence de gravité entre ma tête et mes pieds est très petite. Donc je peux complètement négliger cet effet, je ne le ressens pas au quotidien. Le problème c'est que quand je vais me rapprocher d'un trou noir, d'accord, l'effet de marée peut devenir grand. Et il peut devenir tellement grand que mes pieds vont être beaucoup plus attirés que ma tête. Et que donc va en résulter une force qui va littéralement m'écarteler. Donc en fait, si vous envisagez un voyage vers un trou noir, par l'aimant d'abord, mais si vous voulez vraiment le faire, et finalement je crois que c'est ce qu'il faut faire finalement, parce que quand même, mieux vaut vivre intensément que vivre vieux, n'est-ce pas ? Eh bien, à ce moment-là, choisissez bien votre trou noir. Parce que si vous prenez un petit trou noir, vous allez en fait mourir avant de rentrer dedans. Ce n'est pas le passage de l'horizon qui va vous tuer. C'est simplement que l'effet de marée va devenir tellement grand que votre corps sera disloqué par cet effet de marée avant même d'avoir atteint la surface. Au contraire, si vous prenez un gros trou noir, là l'effet de marée va être relativement doux. Et si on considère un trou noir dont la masse est considérable, il serait tout à fait possible de pénétrer dans le trou noir et même de vivre un certain temps à l'intérieur du trou noir. Par exemple, pour un trou noir de quelques millions de masses solaires, comme celui qui est au cœur de notre Voie lactée, le temps de vie serait de quelques secondes. Bon, c'est pas énorme quand même. Mais si on prend les trous noirs les plus gros qu'on connaisse, typiquement autour de 1 milliard de masses solaires, on pourrait avoir un temps de vie à l'intérieur de quelques heures. Donc c'est pas rien. Voilà, on aura quand même le temps d'en profiter un peu. Bien. J'ai dit tout à l'heure qu'il ne se passait rien à l'horizon. Regardez quand même juste un truc. Quand R égale 2m ici, quand R égale 2m, regardez avec moi s'il vous plaît, c'est-à-dire à l'horizon, le dénominateur est nul. 1 sur 0, c'est pas beau. Ça diverge. Einstein et d'autres personnes pas tout à fait stupides ont longtemps cru qu'effectivement les trous noirs ne pouvaient pas exister en partie pour cette raison. Parce qu'ils croyaient que l'horizon était singulier, c'est-à-dire qu'en fait il était une pathologie mathématique, que la métrique devenait infinie. Mais vous savez, un infini en maths, ça veut simplement dire généralement que la théorie physique ne marche pas en fait. Ça ne veut pas vraiment dire que l'espace-temps est malade. Quand on parle de pathologie, c'est une maladie. L'espace-temps, il va très bien, il n'a pas besoin de médecin, il se débrouille bien sans nous. Ce que ça veut dire, c'est que notre théorie est malade. Donc Einstein pensait que sa théorie ne marchait pas à l'horizon, mais il disait finalement, comme les trous noirs n'existent pas, bah, c'est pas grave. Après, on a compris que les trous noirs existaient, donc ça devenait un peu grave. Mais entre-temps, le maître, l'abbé, le chanoine, belge, et quelques autres, ont compris qu'en réalité, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que quand R égale 2m, en réalité, il ne se passe rien de spécial à l'horizon. C'est simplement parce que le système de coordonnées qui est utilisé ici est inadéquat. Je vous donne juste une analogie pour que vous sentiez. C'est comme quand vous étudiez la surface de la Terre en coordonnées sphériques. Vous avez peut-être remarqué qu'en coordonnées sphériques, il y a des singularités aux pôles. D'accord ? Mais en fait, les pôles, ils n'ont rien de spécial sur la Terre. C'est juste que dans notre système de coordonnées particulier, effectivement, au pôle, par exemple, même si l'angle phi bouge infiniment, votre position ne bouge pas du tout. Mais cette singularité-là n'est pas liée à une propriété spéciale de la Terre qui est au pôle. C'est juste qu'on a choisi des coordonnées qui ont un mauvais comportement au pôle. D'accord ? Et c'est exactement ce type de problème qui fait que R égale 2m, l'horizon de Schwarzschild, paraît singulier mais ne l'est pas en réalité. Alors qu'au contraire, R égale 0, tiens, ça devient à nouveau infini. Eh bien, la divergence qui apparaît en R égale 0, elle n'est pas une singularité artefactuelle liée aux coordonnées, c'est ce qu'on appelle une singularité essentielle, où réellement l'espace-temps a un gros problème. Alors ça veut dire quoi l'espace-temps a un gros problème ? Donc là, on va voyager quelques instants à l'intérieur du trou noir. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur du trou noir ? Je dois faire une petite digression, mais rapide. Je reviens un instant à la métrique de Minkowski, à la métrique de la relativité restreinte. Rappelez-vous, en relativité restreinte, j'avais écrit ds carré égale dt carré moins dx carré, d'accord ? Puis avec y et z, pareil. Vous vous rappelez de ça ? J'avais peut-être mis des delta au lieu des d, bon, peu importe. D'accord ? Vous vous souvenez de ça, hein ? Ce qu'on a fait en relativité restreinte. Ça, c'est le temps, ça, c'est l'espace.
Quelle est la différence entre le temps et l'espace dans cette formule? Juste le signe. D'accord? Regardez. Il y a un signe plus devant le temps, il y a un signe moins devant l'espace. C'est la seule différence entre le temps et l'espace. N'est-ce pas? Bon. Maintenant, regardez ici. Quand je suis à l'extérieur du trou noir, je suis là. R est plus grand que 2m. C'est pareil. Mais maintenant, imaginez que je vais à l'intérieur du trou noir. Je rentre dedans. J'ai le droit de le faire. Maintenant, le rayon, ici, devient plus petit que 2m, puisque RS, le rayon de Schwarzschild, est égal à 2m. D'accord? Donc quand je rentre à l'intérieur du trou noir, le rayon est plus petit que 2m. On est d'accord? Regardez avec moi. Quand R est plus petit que 2m, qu'est-ce qui se passe? 2m sur R est plus grand que 1. Donc 1 moins 2m sur R est négatif. Et là, pareil, mais comme il y a un signe moins, ça veut dire positif. Waouh! Dans un trou noir, ça et ça changent de signe. Ça veut dire que le temps devient de l'espace et l'espace devient du temps. La seule différence entre le temps et l'espace, c'est le signe, d'accord? J'ai un signe plus devant le temps, j'ai un signe moins devant l'espace. Ou l'inverse, peu importe, mais je n'ai pas le même signe. Mais qu'est-ce que vous voyez? Quand je pénètre dans un trou noir, le temps et l'espace s'interchangent l'un dans l'autre. Et c'est en ce sens qu'on peut dire, en quelque sorte, que de la même manière que le temps s'écoule dans notre monde, c'est l'espace qui s'écoule dans un trou noir. Et en fait, et c'est là où ça devient très beau, le point qui est au cœur du trou noir, ce qu'on appelle la singularité centrale, stricto sensu, mathématiquement, ce n'est pas un lieu qui est spatialement déterminé, mais c'est plus exactement l'achèvement du temps. En fait, le cœur d'un trou noir, c'est l'arrêt du temps pour l'observateur qui va dans le trou noir. On dit, pardonnez-moi, le mot est un peu pédant, mais je le trouve quand même joli, que l'espace est géodésiquement incomplet. Ça veut dire que les lignes d'espace-temps, au bout d'un moment, s'arrêtent. Votre temps s'arrête. Ce qui veut dire clairement que quand vous êtes dans un trou noir, vous n'avez pas d'autre choix que de terminer au centre. C'est quoi le centre? C'est là où se trouve toute la masse. Dans un trou noir, la totalité de la masse est concentrée en un point. Le point contient toute la masse du trou noir. Donc évidemment, d'un point de vue classique, ça signifie que la densité ou la masse volumique est infinie, puisque vous avez une masse finie dans un volume nul. C'est une divergence, c'est le lieu où la courbure, la densité et d'autres propriétés deviennent infiniment grandes du point de vue de la relativité générale. Nous sommes dans un trou noir. Nous savons donc, parce que les équations d'Einstein nous l'apprennent, que nous allons mourir, puisque nos trajectoires vont nous mener vers la singularité centrale. Mais enfin, quand même, on a envie de prolonger encore un peu l'histoire, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Imaginons que la singularité est par là. Je suis en train de tomber vers la singularité. Je vais quand même allumer mon moteur de fusée, je vais diriger la flamme par là, donc je vais avoir une poussée par ici, pour retarder un peu la chute. C'est de bonne guerre. No way. Quoi que vous fassiez, vous ne pouvez qu'accélérer la chute. Donc surtout, quand vous visiterez un trou noir, ne faites rien. Même si vous dirigez votre poussée vers l'extérieur, ça ne fera que vous faire aller plus vite vers l'intérieur. La nature extrémise le temps propre. Quelle que soit la poussée que vous vous imposez, vous ne pourrez que tomber plus vite sur la singularité centrale. Ne l'oubliez pas. Deuxième chose intéressante, imaginez que vous êtes... Alors je vais refaire un dessin plus gros parce que là mon dessin était vraiment trop petit. Donc vous êtes dans le trou noir et vous êtes là et vous émettez deux photons, deux flashs de lumière. Un photon par ici et un photon par là. Bon, évidemment, le photon qui est émis par là, il va finir sur la singularité, pas de doute. Qu'arrive-t-il au photon qui est émis vers l'extérieur? Eh bien, en fait, il va aussi vers l'intérieur. Les deux photons vont dans le même sens. Vous émettez un photon vers l'horizon, mais en fait, le photon va vers la singularité. De façon un peu imagée, on pourrait dire que vous êtes sur un tapis roulant et que le tapis roulant va plus vite que la lumière. Alors, c'est toujours la même question. Mais pourtant, on a appris qu'on ne pouvait pas aller plus vite que la lumière. Oui, mais maintenant, on est grand. Donc, on sait donner un sens à cette phrase. Ça veut dire que localement, si on mesure une vitesse, certes, on ne mesurera jamais une vitesse plus grande que la lumière. Localement, on verra toujours la lumière se déplacer à la même vitesse qui est c. Ça, c'est vrai. Mais en coordonnées globales,
les coordonnées de Schwarzschild qui sont écrites là dans la métrique, oui, bien sûr, je peux avoir une vitesse plus grande que la lumière. Ça, c'est pas impossible. Et oui, bien sûr, la lumière peut être suffisamment entraînée par l'espace-temps pour être, elle aussi, obligée de se diriger vers la singularité. Alors, je disais tout à l'heure que les trous noirs étaient très denses. Il faut faire attention à cette assertion, hein. C'est-à-dire que la Terre, pour être un trou noir, devrait faire quelques millimètres. Ça serait extrêmement dense. Le Soleil, qui fait à peu près 1 million de kilomètres, devrait être concentré en 1 kilomètre. Ça serait encore très dense. Mais plus le trou noir est gros, moins il est dense. Par exemple, le trou noir de 4 millions de masses solaires au cœur de la galaxie a une densité globale qui n'est pas plus grande que celle de l'eau. Et un trou noir d'1 milliard de masses solaires a une densité globale qui n'est pas plus grande que celle de l'air. Donc, ce n'est pas tout à fait vrai de dire que les trous noirs sont très denses. Tout dépend de leur masse. Plus la masse est faible, plus la densité est grande. Ça va ? Bon, j'avais envie de vous parler de la thermodynamique des trous noirs, mais peut-être ça serait bien que là on prenne quelques questions. Comme j'ai tout à l'heure, je regrette enfin, je regrette pas vraiment, mais je me sens mal et coupable de ne pas vous avoir donné la parole. Peut-être là, je prends quelques questions, puis s'il reste du temps à la fin, on ira plus avant dans l'évaporation de Hawking, par exemple, dont je ne vous ai pas parlé, les phénomènes de coalescence, les phénomènes de... Ah oui, je ne vous ai pas du tout parlé non plus des trous noirs en rotation. Attends, juste quand même, pardon. Avant de vous donner la parole, je voudrais quand même dire un mot des trous noirs en rotation. Là, je vous ai parlé de ce qu'on appelle les trous noirs de Schwarzschild, qui en fait n'existent pas. Parce que c'est des trous noirs qui ne tournent pas. Mais dans la nature, tout tourne. Pourquoi tout tourne ? Ben pourquoi pas ? Parce que ne pas tourner, c'est un cas hyper particulier. Donc avoir une vitesse de rotation nulle a une probabilité nulle. D'accord ? Donc le cas général pour un objet astral, c'est évidemment de tourner. Et dès qu'on tourne, ça change de solution. Ce n'est plus la métrique de Schwarzschild, c'est la métrique de Kerr. Et pour la métrique de Kerr, c'est absolument fascinant. Il se passe des choses encore beaucoup plus intéressantes. Par exemple, il y a un effet d'entraînement de l'espace-temps qui fait que quand vous êtes même à l'extérieur du trou noir, même à l'extérieur, vous ne pouvez pas être statique. Et vous allez être forcément entraîné avec le trou noir. On appelle cette zone-là l'ergosphère. Ce qui se passe d'encore plus intéressant, c'est que la singularité centrale n'est plus un point, elle acquiert une structure annulaire, ce qui veut dire qu'elle est éventuellement traversable. C'est ce qu'on appelle les fameux trous de verre, même si on a toutes les raisons de croire qu'en pratique, ils ne le sont pas. Et puis, il y a un phénomène très intéressant qu'on appelle le mécanisme de Penrose, qui est que pour un trou noir en rotation, il est possible d'extraire son énergie. Ce qui n'est pas le cas pour un trou noir de Schwarzschild. Les trous noirs de Schwarzschild sont morts. Ils sont là, ils ne peuvent que grossir, vous ne pouvez rien en tirer. Les trous noirs de Kerr, vous pouvez, alors il faut être très malin, il faut envoyer 2 particules qui ont des bonnes caractéristiques, enfin c'est très compliqué, pratiquement bien sûr, mais théoriquement, vous pouvez extraire leur énergie de rotation. Alors ça serait vraiment la source écologique parfaite et quasi infinie d'énergie. Il y aurait moyen d'extraire une quantité colossale d'énergie d'un seul trou noir de Kerr. Bon, hélas... Enfin, si vous en avez un à portée de main, dites-le moi, mais je crois que nous n'en avons pas juste à côté. Voilà. Mais la physique devient encore beaucoup plus belle et beaucoup plus riche, retenez juste ça, quand le trou noir est en rotation. Donc il y avait une question, voilà. Oui, t'as pas bien compris le coup du je pousse d'un côté, je vais de l'autre côté. Bah, en même temps, si tu avais compris, je t'aurais trouvé très présomptueux, parce que je crois qu'on ne peut pas le comprendre de façon très simple. Là, je vous ai dit aujourd'hui beaucoup de choses sans démonstration. Il faut me croire un peu, c'est-à-dire que c'est pas très dur à démontrer, hein. C'est faisable avec des mathématiques élémentaires, mais bon, là je m'en suis contenté des mots, quoi. Donc il faudrait quand même écrire les équations. En fait, si tu veux, peut-être ma meilleure réponse, c'est que c'est peut-être un des principes les plus fondamentaux de la physique, c'est que la trajectoire suivie par les particules maximise le temps propre. C'est-à-dire que le temps ressenti par celui qui suit la trajectoire est le plus grand possible, évidemment, en l'absence de force extérieure. Et en fait, comme ici on s'intéresse à des géodésiques, c'est-à-dire vraiment à des trajectoires suivies par les particules libres, en fait il est assez naturel que la trajectoire, en l'absence de force, soit celui qui extrémise son temps propre. Il faut l'écrire. Je suis désolé, j'ai pas de réponse miracle. Oui. Ah oui, très bonne question ça. À combien j'estime le nombre de trous noirs dans la galaxie ? Alors en fait... des trous noirs, on en a à ce jour identifié à peu près 12.
C'est-à-dire qu'on pense avoir trouvé explicitement, tiens, il est là, une douzaine de trous noirs. Comment? Dans la Voie lactée. C'est peu. Pourquoi c'est peu? C'est peu uniquement parce que, un, les trous noirs sont noirs, donc c'est pas facile de les voir, et deux, ils sont très petits. Le trou noir le plus gros en termes de taille angulaire, donc Sagittarius A star, a la même taille angulaire qu'une souris sur la Lune, vue depuis la Terre. Et je vous assure qu'aucun télescope au monde ne peut voir une souris sur la Lune. Donc en fait, le problème, c'est essentiellement ça, c'est que c'est des astres qui sont évidemment peu lumineux et extrêmement petits. Donc en fait, pour les voir, il faut trouver des méthodes indirectes. Donc c'est extrêmement difficile. Donc on en a identifié une douzaine. On pense qu'il y en a, on va dire, une bonne estimation, ça serait 100 millions dans la Voie lactée. Ça serait l'ordre de grandeur. Donc les trous noirs ne sont pas des objets rares. La bonne nouvelle, c'est que dans peu de temps, ça devrait être dans la décennie qui vient, là, c'est pas un truc dans 50 ans, hein, dans quelques années, on devrait peut-être obtenir une image réelle, visible, d'un trou noir. Alors comment on va faire ça? Dans le domaine des ondes radio, tu sais, il y a ce qu'on appelle le phénomène de diffraction en optique, qui fait que la résolution qu'on a sur une image est inversement proportionnelle à la taille du récepteur. C'est pour ça que sur un appareil photo, quand tu fermes le diaphragme, tu as une résolution qui est un tout petit peu moins bonne, parce que la lumière commence à diffracter. Donc, il y a cette limite indépassable, d'accord, qui est que tu ne peux pas avoir une résolution infiniment grande quand tu as un détecteur qui a une taille finie. Et si tu calcules la taille que devrait avoir un télescope pour voir le trou noir qui est au centre de la Voie lactée, tu trouves que la taille du télescope, ça devrait être la taille de la Terre. Alors, évidemment, c'est infaisable. Donc, on pourrait se dire, donc on arrête. Mais en fait, non, parce qu'il y a une méthode magnifique qu'on utilise aujourd'hui en astronomie qu'on appelle l'interférométrie. Donc l'interférométrie, ça veut dire que en fait, tu prends plusieurs petits télescopes et tu combines la lumière de ces petits télescopes pour simuler un grand télescope qui en fait aurait la même taille que la ligne de base totale entre les petits télescopes. Et donc en utilisant comme ça un réseau avec plein de radiotélescopes répartis à la surface de la Terre, on va simuler un télescope géant qui aurait la taille de la Terre, et avec ça, on devrait, dans quelques années, avoir une image réelle, au sens basique du terme, de notre trou noir préféré. Et ça représente à peu près combien de pourcentage par rapport aux étoiles de la Voie lactée? Environ 1/1000 des étoiles. En fait, c'est même comme ça qu'on estime le nombre des trous noirs. Donc la question était quel est le pourcentage des étoiles sous forme de trous noirs? Parce qu'en fait, ça correspond. En fait, c'est comme ça qu'on estime combien il y en a. Ça correspond au pourcentage d'étoiles qui ont une masse suffisante pour évoluer en trous noirs. Et comme en plus les trous noirs, les étoiles qui vont évoluer en trous noirs sont des étoiles très massives et que les étoiles très massives ont une durée de vie faible, vraisemblablement l'implosion a déjà eu lieu. Bon, on peut encore en créer des nouvelles bien sûr, mais c'est des étoiles à durée de vie très petite, celles qui deviennent des trous noirs. Je crois que dans l'ordre c'est par là, puis après j'arrive. Si quelqu'un tombe dans un trou noir et qu'on lui envoie une corde, est-ce qu'on tient suffisamment fort qu'on peut le ramener? Donc la question est, si quelqu'un tombe dans un trou noir, est-ce qu'on peut le ramener en lui envoyant une corde? Évidemment non. C'est totalement impossible, aucune force, même infinie, ne peut ramener un objet qui est à l'intérieur d'un trou noir. Parce que finalement, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les trous noirs, il ne faut pas les penser chez Newton. Parce que chez Newton, tu pourrais encore raisonner en termes de force et te dire j'envoie une force qui est plus grande, et donc je gagne. Mais non, parce qu'en fait, ce n'est pas du tout une question de force, c'est une question d'espace. Personne n'est plus fort que l'espace. C'est l'espace qui se casse la gueule. Voilà. Donc ça, c'est une prédiction qui est absolument claire de la relativité, c'est qu'il est strictement impossible de franchir l'horizon dans l'autre sens. On en met un dans chaque trou noir qui tienne une corde. Non, mais de toute façon, deux trous noirs, c'est un système très instable. Hein. Si l'horizon s'intersecte, en moins d'une milliseconde, les singularités auront fusionné. C'est ce qu'on a vu avec le détecteur Virgo. Ouais. Lors de l'évaporation d'un trou noir, l'énergie qui est rayonnée, elle doit être mise puissante des trous noirs, elle doit donc sortir de l'horizon. D'accord, donc la question que là on me pose est sur l'évaporation des trous noirs. Donc comme j'en ai pas encore parlé, tu me permets d'abord de prendre 2 minutes pour expliquer ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas. Donc je viens de passer 1 heure à vous dire que rien ne pouvait sortir d'un trou noir, et puis maintenant je vais vous dire le contraire. Ça c'est la science. Alors pourquoi je vais faire ça? Du point de vue de la physique classique au sens non quantique, c'est vraiment béton, d'accord? Le fait qu'on ne peut pas sortir d'un trou noir, quelque part, c'est même la définition d'un trou noir. Donc, si on a un trou noir, c'est qu'on ne peut pas en sortir. Sinon, on n'aurait pas de trou noir, c'est la définition. Et c'est ce que nous dit la relativité générale, et c'est ce que dit aussi la physique newtonienne. Donc, tout le monde est d'accord. Il n'y a pas de doute, on ne peut pas sortir d'un trou noir. C'est certain. Sauf que, vous savez qu'il y a une autre physique qui a été inventée au début du XXe siècle, et qui marche redoutablement bien, et qu'on appelle ça la mécanique quantique. Alors, la mécanique quantique, j'en ai très peu parlé. Retenez simplement que c'est la science qui est adaptée pour décrire essentiellement, quoique non exclusivement, le monde à des échelles extrêmement petites,
Elle nous apprend que les grandeurs physiques deviennent discontinues. Elle nous apprend que les corps peuvent être à plusieurs endroits en même temps. Elle nous apprend qu'il y a une évolution qui est intrinsèquement aléatoire dans les phénomènes physiques. Bref, elle est très contre-intuitive et pourtant, comme la relativité, elle a été extrêmement bien testée et plus personne n'en doute aujourd'hui, au-delà, dirais-je, du doute de principe que doit avoir tout scientifique. Bon. Qu'est-ce qui se passe si on mélange la mécanique quantique avec les trous noirs? Alors d'abord, ça concerne quels trous noirs? Les gros trous noirs, ceux qui sont au centre des galaxies, ceux qui viennent de l'évaporation, de l'implosion des étoiles. Ils sont gros, ils s'en moquent de la mécanique quantique, vous pouvez l'oublier, et tout ce que je vous ai dit est vrai. D'accord? Mais s'il y avait des petits trous noirs, est-ce qu'il y en a? J'en sais rien. On les appelle des trous noirs primordiaux. Moi, j'ai travaillé pendant plusieurs années pour essayer d'en rechercher, j'en ai pas trouvé. On ne sait pas s'ils existent. C'est possible, peut-être que oui, peut-être que non, on n'en sait rien. Mais s'ils existaient, à ce moment-là, il faudrait commencer à tenir compte de la mécanique quantique. Qu'est-ce que ça va changer? En physique quantique, vous savez, le vide n'est pas vraiment vide. C'est-à-dire que là, par exemple, imaginez, je prends une pompe à vide et j'enlève l'air d'un petit volume d'espace. D'accord? J'enlève toutes les molécules. Concrètement, on ne sait pas faire. Mais supposons qu'on arrive à enlever absolument toutes les molécules d'un petit volume d'espace. Classiquement, on dirait, il n'y a plus rien, c'est vide. Et quantiquement, ce n'est pas possible. En fait, en physique quantique, on a tout le temps ce qu'on appelle des fluctuations quantiques du vide. C'est-à-dire qu'en fait, en permanence, l'espace est habité de particules qui apparaissent, pourrait-on dire, ex nihilo, par violation de la conservation de l'énergie pendant un temps bref. Quand vous êtes en espace plat, c'est-à-dire dans cette pièce, vous avez une paire de particules qui apparaît, particules, antiparticules, et puis quelques secondes après, elle disparaît, et vous ne la voyez pas. Mais imaginez maintenant qu'on se place autour d'un trou noir, à côté d'un trou noir. Le trou noir va induire ce que j'appelais tout à l'heure un effet de marée. Et à cause de l'effet de marée, vous pouvez avoir une particule qui va tomber dans le trou noir et l'autre particule qui va être éjectée à l'infini. Et l'observateur qui est là et qui regarde le trou noir voit en réalité des particules qui semblent provenir du trou noir. Et comme il se trouve que la particule qui tombe dans le trou noir a une énergie négative, au total, la masse du trou noir diminue et l'observateur extérieur voit un flux de particules venant du trou noir. C'est ce qu'on appelle l'évaporation. Alors, l'énergie est complètement conservée de façon macroscopique dans ce phénomène, il n'y a aucun doute là-dessus, mais ce qui pose problème, ce n'est pas l'énergie, c'est l'information. Ce qui pose problème, c'est que dans le phénomène d'évaporation des trous noirs, dans le calcul de Hawking, et que beaucoup d'autres ont refait évidemment, le flux de particules émis par le trou noir est totalement décorrélé du flux de particules qui a créé le trou noir. Et ça veut dire que l'information physique est perdue. Et c'est un peu embêtant parce que la conservation de l'information, c'est un des théorèmes fondamentaux de la mécanique quantique. Et donc ça fait 40 ans que les scientifiques de tous bords essayent de comprendre où passe l'information perdue des trous noirs. Et à ce jour, nous n'avons absolument aucune réponse satisfaisante. Il y avait une question par là, non? Ah oui, c'était là, pardon. Parce que justement, quand vous avez parlé de la métrique des trous noirs, vous avez dit qu'ils étaient invariants en fonction du temps. Ça veut dire qu'ils sont éternels. Sauf qu'on vient d'en parler, nous, justement, ils s'évaporaient. Donc, il n'y a pas une contradiction. Voilà, c'est une très belle question. Donc, il m'a fait remarquer qu'il y avait une contradiction parce que j'ai supposé que la métrique était statique, alors que quand un trou noir s'évapore, il n'est pas statique. Et d'ailleurs, c'est même vrai s'il ne s'évapore pas, mais si quelque chose tombe dedans. Quelque chose tombe dedans, il n'est pas statique non plus. Donc, tu as parfaitement raison. Oui, tu as parfaitement raison. Donc, c'est une approximation. Et c'est pour ça qu'évidemment, quand on s'intéresse au stellar collapse, donc à l'implosion d'une étoile, ce n'est pas du tout la métrique de Schwarzschild qui décrit ça, ou en tous les cas, ce n'est pas la métrique de Schwarzschild partout. D'accord ? Et en fait, ces effets qu'on appelle parfois des effets de back-réaction, c'est-à-dire qu'en fait les particules émises elles-mêmes vont rétroagir sur la structure métrique, sont très pénibles à prendre en compte, mais sont effectivement pris en compte dans beaucoup de cas. Donc tu as raison, c'était une approximation et c'est bien de le souligner. D'autres questions ? Oui. Tout à l'heure, vous avez dit que si la vérité existait, on n'avait aucun moyen de savoir si elle existait ou pas. On redit, j'ai pas entendu. Que si la vérité existait, Ah. on n'avait aucun moyen de savoir si c'était si la vérité existait. Ouais. Mais quand vous faites une mesure et que vous attendez à trouver un chiffre en particulier que vous voulez trouver, vous n'avez pas envie d'y croire un peu que la vérité existe? Alors, c'est une question, je la reprends pour l'enregistrement, c'est une question sur la vérité où tu me dis que j'ai dit tout à l'heure qu'on n'avait pas de moyen de savoir si la vérité existait, mais que quand on fait une mesure et qu'elle correspond avec beaucoup de chiffres significatifs à notre prédiction, on a envie d'y croire. C'est à peu près ça. Hein. Oui, mais bien sûr. Je vais être un tout petit peu plus précis que tout à l'heure.
je crois que la vérité s'impose à nous dès lors qu'on a choisi un rapport au monde. C'est-à-dire que si on se met d'accord, par exemple, que la constante de Hubble, cet objet-là, est une grandeur signifiante. Évidemment, si toi et moi, on prend chacun un télescope, une équipe d'astronomes et d'ingénieurs, et qu'on mesure la constante de Hubble, c'est pas une construction sociale. C'est quelque chose qui a une valeur, qui a une seule bonne valeur. Et cette bonne valeur-là, c'est pas notre vue de l'esprit, c'est quelque chose sur lequel on peut être d'accord. Mais ce que je dis, c'est qu'avoir considéré que la constante de Hubble est une variable pertinente, ça c'est une coupe dans le réel. Pour l'immense majorité des vivants qui ont habité cette planète, et j'en suis sûr qu'ils l'habiteront dans le futur, la constante de Hubble n'a absolument aucune sorte de signification. Quand tu vas sortir de l'amphi, les gens que tu vas rencontrer dans la rue tout à l'heure, qui sont certainement pas de sombres crétins, enfin, pas tous en tout cas, n'ont certainement aucune idée de ce qu'est la constante de Hubble et vivent dans un monde qui est aussi riche que le tien. Les chimpanzés qui partagent 98,5% de notre patrimoine génétique se moquent complètement de la constante de Hubble. Donc ce que je veux dire, c'est que là, toi et moi, on est tous les deux au moins intéressés par la science et on a envie d'accorder du crédit à ça. Mais ça serait, je ne sais pas ce que tu dis toi, mais je dis ça serait d'une arrogance, je trouve, incroyable de penser que les milliards d'hommes qui ont vécu avant nous, et certainement ceux qui vivent après nous et tous les autres vivants, n'ont simplement rien compris du monde parce qu'eux n'ont pas un rapport au monde qui est de cette nature-là. Ce que je veux dire, c'est que pour certaines personnes, d'ailleurs beaucoup plus nombreuses que les scientifiques, ce qui ne veut pas dire qu'elles ont raison, mais qui ont un rapport au monde beaucoup plus religieux, par exemple, ils sont exactement dans ce rapport à la vérité. Je veux dire, quelqu'un qui est croyant, et je rappelle quand même que c'est les 4/5 de la population terrestre, tu lui demandes si, pour lui, la vérité de Dieu est une vérité absolument évidente. Moi, je suis athée, donc c'est une vérité qui, personnellement, ne m'atteint pas du tout. Donc, et pourtant, je t'assure que pour lui, elle est aussi évidente que l'adéquation entre la prédiction du Higgs et la mesure au CERN. Donc je crois qu'il y a différents rapports au monde possibles. Voilà. Et c'est en ce sens que j'essaye de plaider pour ce que j'appellerais un relativisme cohérent, parce que le mot relativisme, généralement, est détesté par les scientifiques ou les hyper-rationalistes, parce qu'ils croient que ça veut dire tout se vaut, tout est bon. Mais bien sûr que non, tout se vaut pas. C'est-à-dire que si par exemple, tu me dis que la constante de Hubble vaut 20 km par seconde par mégaparsec, moi je vais dire non, c'est faux. Elle en vaut 80 ou 70, c'est comme ça, et tu as tort. Bien sûr, tout ne se vaut pas. Quand on a choisi un rapport au monde, à ce moment-là, c'est pas contractuel, et on peut se mettre d'accord. En revanche, savoir quel est le bon rapport au monde, c'est-à-dire que décréter qu'il n'y a qu'une seule manière d'appréhender le réel, moi je trouve ça extrêmement dangereux. Parce que tous les gens, c'est-à-dire qu'en fait presque tout le monde, qui sont contre le relativisme, ils vont dire non, le relativisme c'est dangereux parce que ça veut dire chacun peut avoir un peu son rapport au monde. Ce qu'il faut, c'est la vérité. Soit, mais tous les gens qui sont pour la vérité ne sont pas du tout pour la même vérité. Tu as les hyper-rationalistes qui pensent que la vérité c'est la science, tu as les religieux intégristes qui pensent que la vérité c'est la parole divine, tu as les communistes radicaux qui pensent que la vérité c'est le matérialisme dialectique, tu as les spiritualistes qui pensent que la vérité c'est la pensée transcendante, etc. Donc chacun est pour la vérité unique, mais personne n'est pour la même vérité. Donc moi je crois qu'il faut être un peu prudent avec ça. Mais ça ne veut pas dire que tout est bon, bien sûr. Il y a des rapports au monde que toi et moi on va trouver tout à fait détestables et on va les combattre. Parce qu'on va les trouver idiots, voire dangereux, du point de vue politique ou éthique ou ce qu'on veut. Mais je pense qu'il faut plus le faire, je pense, vous pouvez ne pas être d'accord, au nom d'un choix, qu'au nom d'une sorte de, d'illumination par la vérité. Alors, bon, c'est ma proposition, mais une fois de plus, c'est comme je le dis à chaque cours, je vous encourage tout à fait à ne pas être d'accord avec moi. Oui. Oui, non, mais revenons au trou noir, il n'y a pas de problème. On est d'accord pour dire qu'un trou noir c'est très petit et c'est très petit. Je suppose que la gravité est quasiment infinie. Ben non. Justement, ce que je disais tout à l'heure, c'est donc la question était est-ce qu'on est d'accord pour dire qu'un trou noir c'est tout petit et très dense. C'est tout petit par rapport à une étoile peut-être, mais si tu prends un trou noir qui a 1 milliard de masses solaires, c'est pas si petit que ça, et en plus c'est pas très dense. Oui, pardon, je veux dire quand on s'en approche, plus le temps va se... Alors plus on s'en approche, plus la gravité est grande, ça c'est certain. Voilà. Et quand on arrive à l'horizon d'un trou noir, déjà si c'est possible qu'on y arrive, étant donné que ça va prendre un temps qui sera plus long. Alors attention. Oui, vas-y, finis. Si jamais ça arrive, est-ce que si moi je traverse l'horizon d'un trou noir, est-ce que je vois plus les gens ou est-ce que... D'accord. Bon, c'est aussi une question très intéressante, si je la comprends bien, qui est liée en fait à la mesure du temps quand on s'approche d'un trou noir. Alors tu me dis, oui, mais comme le temps va se dilater plus ou moins, est-ce qu'en fait c'est possible qu'on atteigne un trou noir, etc. Bon, ça c'est très important comme question, ça, et c'est très intéressant.
En temps propre. Temps propre, c'est ce que mesure ta montre. C'est ce que toi, tu ressens, c'est ce que toi, tu vis quand tu es dans ton vaisseau spatial. En temps propre, il n'y a aucun problème. Si toi, tu as la Terre qui est là, tu as le trou noir qui est là, tu as ta fusée, puis après, hop, tu sautes de ta fusée et tu descends en chute libre, oui, tu vas atteindre et rentrer dans le trou noir au bout d'un temps fini qui se calcule. Je ne vais pas dire n'importe quoi, mais si tu es à X kilomètres du trou noir, tu vas trouver qu'il te faut Y secondes pour franchir l'horizon. Y peut valoir 10 secondes, 100 secondes, 1000 secondes, enfin quelque chose de normal. Et oui, au bout d'un moment, tu seras dedans. Mais il y a une autre question, qui est les copains qui sont restés dans le vaisseau spatial. Combien de temps eux mesurent-ils? Et c'est là où ça change tout. C'est-à-dire qu'en effet, toi, tu vas, au bout de quelques secondes, pénétrer dans le trou noir. Et tu vas pénétrer dans le trou noir avec une vitesse qui sera égale à la vitesse de la lumière, mesurée localement au moment où tu franchis l'horizon. Mais la même chose mesurée depuis une distance infinie, ou au moins très grande, ce qu'on va voir, c'est qu'en fait, tu vas ralentir et tu vas t'arrêter à l'horizon. Donc toi, tu vas aller à la vitesse de la lumière, la plus grande vitesse possible, et le même phénomène, mais mesuré de loin, va donner à tes amis l'impression, qui est plus qu'une impression, qui est vraie, de point de vue de leur référentiel à eux, qu'en fait, tu t'arrêtes à l'horizon. Et ça, effectivement, il y a plein de manières de le voir, mais en partie, c'est lié au fait que la dilatation du temps devient infinie. Ça veut dire quoi, la dilatation du temps devient infinie? Toi, en temps propre, une fois de plus, il n'y a pas de problème. Ta montre, elle bat toujours à la même vitesse, et oui, tu rentres dans le trou noir. Mais en revanche, imaginons que tu es là, tu t'approches très près, tu restes une seconde ici et tu reviens. Ça demanderait beaucoup d'énergie. Mais si tu n'es pas rentré dedans, c'est possible. Donc tu frôles le trou noir. Tu t'approches très près de l'horizon et tu reviens à l'extérieur. Toi, tu as pris 10 secondes par là, 1 seconde au voisinage, 10 secondes par là. Donc il s'est passé pour toi 21 secondes. Il se peut que là, il se soit passé 100 000 ans. Parce que pendant que tu restais là 1 seconde, comme tu étais très près de l'horizon, il a pu se passer un temps arbitrairement grand dans le reste de l'univers. C'est d'ailleurs le phénomène qui est utilisé dans le film Interstellar. Et c'est vrai. Quand tu t'approches d'un champ gravitationnel intense, tu as un phénomène de dilatation du temps entre ton temps propre et le temps à l'infini. Ce qui veut dire que là, en fait, sur Terre, en ce moment, il y a un petit décalage de temps entre ta tête et tes pieds. Le temps ne passe pas exactement à la même vitesse pour ta tête et pour tes pieds parce qu'ils ne sont pas dans le même champ gravitationnel. Évidemment, l'effet est minuscule sur Terre. Redis, t'es en train de... J'ai pas entendu. Ouais. Les pieds devant. Ouais. Et la moitié de mon corps est dans Ouais. l'horizon et pas l'autre. Oui. Est-ce que je ne vois plus? Est-ce que ça se casse? Alors, c'est une question intéressante. Donc, tu es en train de tomber dedans et tu as la moitié de ton corps qui est tombé. Qu'est-ce que tu vois? Alors, si tu as les pieds... Alors, c'est intéressant. Si tu as les pieds en avant, d'accord? Évidemment, toi, tant que ta tête n'est pas rentrée dedans, tu peux effectivement plus voir tes pieds parce que la lumière émise par tes pieds ne peut pas ressortir du trou noir et aller jusqu'à ta tête. Donc, tu ne verras pas tes pieds. En revanche, si tu te plonges la tête la première, d'accord? Là, ce qui est à l'extérieur peut encore t'atteindre. Donc, tu pourras encore voir tes pieds. Donc, ça dépend si tu te plonges tête en premier ou pied en premier. Oui, il y a encore un lien physique entre les deux puisque le passage de l'horizon ne détruit rien en soi. Mais ce que ça veut dire, c'est que si tu avais une corde autour du cou, je pourrais encore récupérer ta tête, mais je ne pourrais jamais récupérer tes pieds. Bah là, tu serais assez mal, ouais. Est-ce que si je suis au niveau de l'horizon, est-ce que je vois un magnifique bleu dans le futur Non, alors si tu veux, non, tu le vois pas parce qu'il y a des effets aussi de ce qu'on appelle de blue shift gravitationnel, c'est-à-dire de décalage vers le bleu pour ce qui arrive vers toi. Non, en fait, en termes visuels, voilà ce qui se passe. Quand tu es autour du trou noir, mais en orbite, donc là, imagine tu as le trou noir. Imaginons que là, il y a un trou noir, voilà. Là, en ce moment, ici, on va le mettre là, il y a un trou noir ici. Toi, je vais te voir une fois en direct, c'est-à-dire que les photons partent de toi et puis viennent vers moi. En fait, ils vont être un tout petit peu défléchis comme ça, mais en gros, je vais te voir à peu près là. Comme s'il n'y avait pas de trou noir. Mais en fait, la lumière peut aussi partir par là, et puis elle va être redirigée vers moi par le trou noir. C'est-à-dire qu'il va y avoir une trajectoire où la lumière part par ici, passe derrière le trou noir et revient vers moi. Donc je vais voir une deuxième image fantôme de toi ici. Donc je vais te voir ici et je vais te voir là. Je vais voir un fantôme à cause du trou noir. Puis en fait, il va même y avoir une infinité d'images fantômes qui va correspondre à des trajectoires de la lumière qui va orbiter autour du trou noir. Donc déjà, même en étant à l'extérieur, l'aspect de la voûte céleste va être radicalement modifié par la présence du trou noir. Et il va même y avoir ce qu'on appelle la sphère de lumière, c'est-à-dire qu'à une distance assez proche du trou noir, mais à l'extérieur, la lumière peut
orbiter indéfiniment, être piégé autour du trou noir. Ce qui fait qu'il va y avoir une sorte de halo comme ça, très beau, qui va entourer le trou noir. Maintenant, quand je rentre dedans, là encore, ça dépend du référentiel. Imagine par exemple, tu te dis, je suis à la surface. Pile à la surface, qu'est-ce que je vois? Ça dépend. Ça dépend si tu es dans le référentiel en chute libre ou dans le référentiel statique. À la surface, tu peux encore être statique. Dans le référentiel en chute libre, le trou noir occupe la moitié de l'espace, ce qui est normal en fait. En gros, tu es collé à la surface, par là tu le vois, par là tu le vois pas, ça ce serait le truc classique. C'est ce que tu vois toi dans le référentiel en chute libre. Dans le référentiel statique, si tu utilises tes moteurs de fusée pour pousser et pour ne pas tomber, ce que tu peux encore faire à l'extérieur, à ce moment-là, tu as l'impression que le trou noir englobe déjà la totalité de l'espace et que tu es recouvert par le trou noir. Donc même au même endroit, ce que tu vois dépend de ta vitesse. D'accord? Alors reprenons le référentiel en chute libre. Donc quand tu rentres dans le trou noir, il t'englobe à moitié. Et au fur et à mesure que tu tombes dans le trou noir, ça devient magnifique. Parce que d'un côté, tu as le trou noir qui obstrue évidemment ton champ de vision. Et de l'autre côté, par effet Doppler, du fait que tu vas très vite, le ciel devient noir aussi. Donc le ciel est noir devant, à cause du trou noir. Le ciel est noir derrière, à cause de l'effet de vitesse. Et se dessine une sorte d'anneau autour de toi qui devient infiniment lumineux à la limite où tu atteins la singularité. Donc la dernière chose que tu vois avant de mourir, c'est noir, noir et un anneau de lumière. Moi je trouve que ça vaut le coup. Hein. Ouais, mais voilà, mieux vaut vivre ça qu'une éternité sans trou noir. Ouais. Non, non, c'est pas possible. Ça ne peut pas être la particule qui a une énergie négative qui va à l'infini, parce que c'est le champ gravitationnel qui lui donne une énergie négative. D'autres questions? Tout à l'heure, vous avez dit que en fait, l'étoile tournait, enfin, la galaxie tournait autour du trou noir supposé indéfiniment. En fait, pourquoi il est sensible? Pourquoi il n'y a jamais un différentiel qui fait que soit on va s'échapper, soit on va finir absorbé par le trou noir? Donc la question que tu poses, c'est sur la stabilité des orbites, hein, si je comprends bien, autour d'un trou noir. Mais si tu veux, quand tu fais de la mécanique newtonienne, tu n'as même pas besoin d'Einstein, d'accord? Et que tu calcules les orbites, et tu sais que déjà tu as des ellipses, hein, évidemment, chez Newton, tu n'as pas besoin d'Einstein. Tu n'as, je veux dire, la force qui est G, M sur R2, la force de Newton qu'on apprend au lycée, on ne te demande pas ce que c'est que M. Que M, ce soit des chaises, des étudiants, des carottes ou des pépites d'or, ça ne change rien au champ gravitationnel. Donc que tu mettes un trou noir ou autre chose ne change rien à la question. Donc si tu veux, là, tu es en train de te poser la question, qui est d'ailleurs très légitime, mais qui est pourquoi les orbites sont ce qu'elles sont. Mais ça, c'est un problème de mécanique céleste qui est complètement indépendant des trous noirs. Bon, il y a des petites variations en relativité générale. Par exemple, en mécanique newtonienne, les orbites elliptiques sont exactement les mêmes d'un cycle à l'autre. En relativité générale, il y a un petit phénomène de précession comme ça, qui fait qu'on l'a découvert sur la planète Mercure, qui fait que les ellipses précessent un tout petit peu d'une orbite à l'autre. Et si tu veux que je sois parfaitement rigoureux, tu perds un tout petit peu d'énergie par émission d'ondes gravitationnelles. Mais c'est tellement petit que dès lors que tu passes loin du trou noir, les échelles de temps caractéristiques à l'échelle de l'âge de l'univers, bah, c'est juste parfaitement stable, quoi. Si, tu vois, la question je pourrais poser une question très naïve. Je la pose à tout le monde. Voilà la Terre, voilà le Soleil. La seule force, elle est comme ça. Comment ça se fait que la Terre, elle ne tombe pas sur le Soleil, au fait? Voilà. Vous êtes d'accord, hein, tous avec moi? Voilà la Terre, voilà le Soleil. La force du Soleil sur la Terre, elle est comme ça. Et pourquoi la Terre ne tombe pas dessus, au fait? Et vous connaissez la réponse de Newton à cette question? Il répondait, la Terre n'arrête pas de tomber sur le Soleil. Bah oui, et que sa trajectoire normale serait d'aller en ligne droite comme ça. Et en fait, elle a une ellipse. Pourquoi elle a une ellipse? Parce qu'à chaque seconde, elle tombe sur le Soleil. Et donc, vous avez la trajectoire rectiligne de l'inertie qui l'emmène par là, puis la chute qui l'emmène par là, la trajectoire rectiligne, puis la chute, et on résulte ta trajectoire elliptique. D'accord? Donc, en effet, c'est qu'une question de conditions initiales, quoi. Si les conditions initiales sont que tu n'as aucune vitesse de rotation, que tu es directement en chute libre sur l'astre, là, c'est sûr que tu vas tomber dans le trou noir. Donc je ne dis pas qu'on ne peut pas tomber dans un trou noir, voilà. Mais je dis que si tu as le cas général, et pour l'immense majorité des orbites, c'est des orbites stables, elles le restent, quoi. D'autres questions? Oui. Vous avez parlé tout à l'heure du fait que Einstein, pendant longtemps, a cru que les trous noirs n'existaient pas. Pourtant, je croyais que pour étayer la relativité générale, il avait prouvé
les lentilles gravitationnelles et qui, basiquement, il n'y a pas que ça, mais basiquement, les plus simples, c'est les trous noirs. Donc ce que tu dis, c'est que tu es étonné que Einstein ait eu des doutes sur les trous noirs alors qu'il avait par ailleurs évoqué les lentilles gravitationnelles. Oui, mais les lentilles gravitationnelles ne sont vraiment pas spécifiques aux trous noirs. Et l'effet de lentille gravitationnelle tel qu'il a été calculé par Einstein et tel qu'on en parle aujourd'hui dans 99% des temps n'a absolument rien à voir avec les trous noirs. Tu prends une source de lumière, tu prends une distribution de masse, et en effet, la lumière qui part comme ça va être reconvergée par la masse, et donc pour l'observateur qui est là, tout se passe comme s'il y avait une sorte de lentille qui faisait revenir les rayons vers nous. Mais les effets de lentilles qu'on connaît, soit c'est des micro-lentilles essentiellement avec des planètes ou des naines brunes, soit ce sont des macro-lentilles essentiellement avec des distributions de galaxies et de matière noire. Mais concrètement, on n'a absolument pas besoin de trous noirs pour faire un effet de lentille gravitationnelle. D'autres remarques? Eh bien, je vous souhaite une bonne soirée. À la semaine prochaine.